Donc, on va pouvoir démarrer. Les participants se connectent progressivement. Donc, on est ravis de vous accueillir pour le 3e webinaire sur le sujet de la réglementation des dispositifs médicaux. Donc, pour ceux qui s'étaient connectés au précédent épisode, on organise en fait un cycle sur ce sujet qui est hautement important pour les entreprises du dispositif médical. Donc, on a déjà organisé 2 épisodes sur ce sujet qui ont eu beaucoup de succès. Et donc, aujourd'hui, donc 3e séquence sur la partie management de la qualité. On est normalement 185 inscrits. Donc, notre audience progresse d'épisode en épisode. On est ravis de cela et ravis de ce succès. Voilà, donc ces webinaires en fait sont organisés par plusieurs structures. Donc Solutions Co, donc représentée par Gwenaëlle Godet, ici présente et qui va animer le webinaire. Bonjour à tous. La Chambre de commerce de Bretagne, Biotech Santé Bretagne et Atlampol Biothérapie que je représente. Donc, on est plusieurs structures à organiser ce webinaire. On a beaucoup de soutien de la part de partenaires très impliqués sur le sujet du dispositif médical, qui sont Captronic, WeNetwork, la Chambre de commerce des Pays de la Loire. Et bien entendu, on ne pourrait pas organiser tout ça sans le soutien de l'Europe et du réseau Entreprise Europe Network. Donc voilà, donc ça fait une très belle co-organisation pour ce sujet d'intérêt pour les entreprises du territoire. Donc Gwenaëlle, je vais la laisser se présenter, mais c'est notre experte réglementation et normes. Donc c'est vraiment une ressource très précieuse pour vous, entreprises, pour si vous avez quoi que ce soit ou des questions, n'hésitez pas à la mobiliser. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Gwenaëlle, mais juste avant, n'hésitez pas pour toutes les personnes qui nous rejoignent et qui n'ont pas forcément l'habitude de cet outil, à poser vos questions au fil de l'eau dans l'outil de chat. Donc nous, organisateurs, on va recevoir les questions et on va pouvoir les poser au fur et à mesure de la présentation pour que ce soit très interactif. Donc voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous interpeller aussi via cet outil. Et puis si toutefois on n'avait pas le temps de répondre à toutes les questions, parce que souvent il y a beaucoup de questions, on vous enverra en fait à l'issue de ce webinaire l'ensemble des réponses concoctées par les intervenants et Gwenaëlle. Et donc, si je ne dis pas de bêtises, on pourrait adresser ça courant du mois de janvier, pour se laisser un peu de temps avec les fêtes qui arrivent. Voilà. Et bien, sans plus tarder, je laisse la parole à Gwenaëlle pour lancer ce webinaire et je vous souhaite une très bonne séance. Merci Linda. Bonjour à tous, donc, je suis Gwenaëlle Godet, chef de projet en normes et réglementations européennes au sein de Solutions Co, dans le cadre du programme européen Enterprise Europe Network, comme vous l'a expliqué Linda. Je suis ravie de vous avoir parmi nous, merci de nous avoir rejoints. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour ce 3e webinaire une équipe de Stratégical représentée par Aymeric Lebon, directeur général et directeur du pôle Medical Device, ainsi que Marie Lebarbier, directrice du pôle formation et compliance au sein de Stratégical, qui vont nous parler du grand sujet du système de management de la qualité à l'heure du nouveau règlement. Encore une fois, je vous remercie vivement pour votre participation et je laisse la main à Marie et Aymeric. À vous l'honneur. Merci beaucoup Gwenaëlle et merci à tous. On va effectivement alors se connecter et partager notre écran sur ce sujet très intéressant. Je vais laisser Aymeric partager l'écran et je vais commencer justement à expliquer un petit peu plus. Je vois que Linda est en train de fermer le sien pour laisser la main à Aymeric. En tout cas, nous, on est toujours ravis, effectivement, de pouvoir être présent pour ce type d'événement, être présent avec un partenaire comme Atlampol, qui effectivement est un partenaire très important pour la région de l'Ouest. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir participer à ces interventions sur des sujets en plus qui sont d'actualité très importante, puisqu'effectivement il y a beaucoup de changements en ce moment qui sont en cours et à venir, et il y a beaucoup de points d'attention sur lesquels on doit justement se focaliser pour se préparer à tous ces changements, et ça va être le sujet justement de ce webinaire d'aujourd'hui, centré sur le système de management de la qualité, justement dans ce contexte de nouveaux règlements européens.
Je vais juste revenir d'abord un petit peu justement, même si Gwenaëlle nous a un petit peu présenté, sur qui nous sommes. Nous, Strategica, nous sommes un cabinet de conseil, services et recrutement. On travaille à la fois dans le dispositif médical, mais aussi dans le médicament et la cosmétique. Et c'est vrai qu'on apprécie particulièrement ce type de partenariat avec des groupes comme Atlampol, mais aussi avec des laboratoires divers et variés qui sont accompagnés sur un certain nombre de missions, aussi bien stratégiques qu'opérationnelles. Et Emeric, d'ailleurs, qui va ensuite prendre la main, accompagne de nombreux acteurs du domaine des dispositifs médicaux, justement sur la mise en place de leur système qualité et sur l'adaptation de ces systèmes qualité aux différentes évolutions réglementaires. Et moi, pour ma part, je peux aussi être amenée à intervenir dans tout ce qui est formation et aussi compliance, parce que c'est aussi quelque chose qui touche tout le domaine du dispositif médical. Donc voilà, vous avez nos photos, mais vous nous voyez aussi en écran, donc en live. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a souhaité aussi faire une présentation qui va se répartir en différents chapitres pour aussi faciliter nos interactions. À la fin de chaque chapitre, on va permettre un petit échange de questions-réponses. On prendra aussi des questions à ce moment-là. Ça facilitera aussi les échanges et puis ça permettra éventuellement de balayer des choses qui vous concernent et que vous souhaitez mettre en avant justement à un moment donné de la présentation. Ça va être assez simple, hein. C'est vrai qu'on va commencer par le règlement, son contexte, bien sûr ensuite son adaptation aux opérateurs économiques. On rentrera ensuite plus dans le SMQ et l'évaluation de toute la documentation technique qui est associée. Et enfin, effectivement, on s'attardera sur tout ce qui est activité clinique et de surveillance post-marché. Et à la fin, on essaiera de faire une petite synthèse, effectivement, sur tout ce qui s'est dit. Encore une fois, n'hésitez pas, hein, comme ça a été dit, à poser vos questions dans le chat. Et effectivement, on les prendra à la fin de chaque chapitre pour que ce soit plus clair et puis pour répondre à vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Voilà, je vais laisser la parole à Emeric qui va rentrer dans le détail de chacun de ces chapitres. Parfait. Merci beaucoup Marie, merci pour cette introduction. Merci à Atlampol surtout et les différents partenaires de nous donner la parole aujourd'hui sur ce sujet qui est important. Puisque vous le savez, pour obtenir le marquage CE, on a deux composantes essentielles qui sont le système de management de la qualité, qui doit être conforme maintenant, bientôt au nouveau règlement, et puis toujours la documentation technique. Donc la documentation technique sera traitée plus au travers du SMQ aujourd'hui, mais pourrait faire l'objet d'autres discussions à d'autres moments, mais on va plus se focaliser aujourd'hui sur le système de management de la qualité. Et dans ce contexte-là, malgré tout, un élément qui est important, c'est toujours de se remettre en perspective. Ça me semble particulièrement important. Alors cette frise, on commence à l'avoir vue des dizaines de fois et on commence tous à bien l'avoir en tête, de savoir que ce nouveau règlement il est rentré en vigueur en 2017. On était issus de discussions qui commençaient déjà en 2013 avec un format quasiment finalisé en 2015. Puis vous savez, on a renouvelé le Parlement européen, alors ça a traîné. Alors pourquoi je vous dis cette petite historique-là, c'est qu'on verra tout à l'heure sur la partie investigation clinique, par exemple, qu'on retrouve ces éléments d'historique. En fait, on s'appuie sur des éléments qui existaient déjà en 2013, et ça, c'est hyper intéressant de remettre en perspective. Vous savez qu'on a eu aussi cette période de transition, dans l'application, donc c'est-à-dire qu'au plus tard, une application au plus tard qui était prévue au 26 mai 2020, qui est passée au 26 mai 2021. J'ai tendance à le rappeler, soyons très vigilants là-dessus, on est passé par une extension, un décalage de l'entrée en vigueur par une procédure dite d'urgence qui ne fait pas appel à tous les acteurs habituels de la validation d'un règlement. C'est-à-dire que nous avons la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. Là, on est passé sur une mesure exceptionnelle beaucoup plus rapide. Donc soyons vigilants, si jamais on sortait du contexte de crise sanitaire, ces renouvellements de possibilités d'étendre ou de reculer les entrées en vigueur vont être plus complexes qu'avant. Donc ne misons pas trop non plus là-dessus en termes de stratégie. Une date essentielle, c'est le 26 mai 2021. Aujourd'hui, on va parler principalement du système de management de la qualité et beaucoup des composantes nouvelles de système de management de la qualité doivent être prêtes pour le 26 mai 2021. Même si vous avez vu qu'une période de grâce s'étend jusqu'au 27 mai 2024 qui vous autorise à continuer à commercialiser des dispositifs qui auraient obtenu un marquage CE selon la directive. Mais attention, vous allez avoir des composantes de système de management de la qualité sur lesquelles vous allez devoir faire la transition dès le 26 mai 2021.
Un dernier point qui me semble important toujours de préciser, c'est que normalement, au 27 mai 2025, je ne suis plus censé introduire sur le marché de dispositifs médicaux conformes aux directives. Donc, ils n'auraient pas obtenu un marquage CE selon le nouveau règlement. Ça, c'est important pour tout qualiticien qui se respecte, parce que derrière, on entend rappel de l'eau. Il y aura peut-être des dispositions de discussion, parce qu'on a parfois des dispositifs complexes, qui ont des durées de vie qui peuvent être 7, 8, 9, 10 ans. Donc, ils sont mis sur le marché depuis déjà un certain temps et qui vont dépasser cette date. Mais pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, c'est un vrai point d'affriction. Il va falloir être très vigilant en termes de qualiticien pur, parce que là, on parle vraiment de qualité produit et ça risque de poser problème. Si je continue, je voulais juste faire un bref rappel. Je vais ranger juste ce petit élément-là. Sur les grands éléments majeurs, les grands changements majeurs finalement qui tournent autour de ce nouveau règlement, parce que ça va venir nous percuter au niveau du système de management de la qualité. On a des changements sur les règles de classification des produits. Bon, ce n'est pas une grande nouveauté, un certain nombre de dispositifs médicaux sont reclassifiés et principalement reclassifiés au niveau supérieur. Des 2B qui passent en 3, des 2A qui passent en 2B, des classes 1 qui vont passer en 2A. Donc voilà, une reclassification. On va voir que les procédures d'évaluation de conformité ont été modifiées, donc on va les aborder de manière seulement rapide aujourd'hui, puisque ça a certains impacts sur le SMQ, mais moins important que par exemple l'évolution typiquement sur l'évaluation des performances et les preuves cliniques. Là, on a eu vraiment des changements assez significatifs et ça va avoir un impact sur notre système de management de la qualité. 3 autres modifications, la traçabilité avec l'introduction de l'UDI, on va y revenir, le post-market surveillance largement renforcé, structuré avec finalement un process européen qu'on cherche à mettre en place, et puis l'introduction de ce qui existait depuis longtemps dans l'industrie pharmaceutique, de ce qui existait déjà dans la cosmétique, qui est cette personne chargée de veiller au respect de la réglementation. On va s'y attarder un tout petit peu aussi, puisque ça aura forcément un impact sur le système de management de la qualité. Voilà. Un élément qui va qui turlupine beaucoup aujourd'hui, c'est de se dire, je sais que les mots-clés qui reviennent, c'est un petit peu et ces normes harmonisées, et ces spécifications communes, et qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce qu'on doit en faire, etc. Alors juste pour reposer un élément de contexte, si on se rappelle la directive qu'on applique encore aujourd'hui pour certains, c'est une directive qui fait 63 pages. On passe aujourd'hui à un règlement qui va faire 175 pages, mais 175 pages pour la conception, le développement, la production, la libération, enfin le contrôle qualité, la libération, la mission de marché, le suivi post-marché, tous les éléments de distribution des dispositifs médicaux. Et donc forcément, à partir de là, ce sont des obligations de résultat qu'on va obtenir dedans. C'est extrêmement difficile finalement de se dire comment je dois faire. Quels sont les éléments que je dois mettre en place pour répondre à ces obligations de résultat. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va venir s'appuyer sur ces normes harmonisées. Ces normes harmonisées, juste pour rappel ce qu'elles sont, elles ont été réintroduites en termes de définition dans l'article 2, comme vous le voyez ici. Mais finalement, c'était de se dire, pour le comment faire, pour répondre à ma liste de courses qu'est le règlement européen, je vais m'appuyer sur des normes harmonisées, qui sont des normes ISO, la plupart du temps, reconnues par le Comité européen de normalisation. Et derrière, la Commission européenne va venir faire un croisement avec les exigences de certaines réglementations, en l'occurrence jusqu'à présent la directive, pour harmoniser ces normes et leur reconnaître finalement un élément qui est important, c'est que si vous êtes conforme à ces normes, vous êtes présumé conforme à un certain nombre d'exigences, demain du nouveau règlement, aujourd'hui de la directive. Alors la grande question qui se pose, c'est oui, cette liste des normes harmonisées, elle est publiée au journal de l'Union européenne, au journal officiel. Et finalement aujourd'hui, elle n'existe pas pour le nouveau règlement. Il y a un élément qui est extrêmement central, je vais le reprendre à plusieurs moments aujourd'hui, c'est de se dire que ce qui compte, c'est l'état de l'art. Le nouveau règlement réintroduit à plusieurs moments cette sémantique d'état de l'art. Et finalement, ce qui va nous intéresser, c'est que la norme, elle soit harmonisée ou non. À aujourd'hui, ce qu'on va vous demander, c'est d'utiliser la dernière version de la norme à jour. La petite difficulté, c'est que lorsque l'on harmonise une norme, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se retrouve à intégrer dedans un petit annexe que personne ne lit, qui est l'annexe ZC, et qui vous permet en fait de savoir chaque chapitre de la norme, à quel élément du règlement il va répondre. Et parfois, on exclut certaines parties parce qu'on a des contradictions entre une norme et une réglementation comme le nouveau règlement. Donc ça, c'est un travail qu'il va falloir faire vous-même pour l'instant, ou en tout cas, en attendant qu'il y ait cette normalisation de normes harmonisées finalement.
Ça, c'était un premier point. Donc, si vous vous posez la question, malgré tout, lors d'un audit de système de management de la qualité, pour faire la transition vers le nouveau règlement, on va prendre l'état de l'art, on va prendre les dernières versions à jour des normes. Ça, c'est très clair. De l'autre côté, on avait une problématique, c'est que jusqu'à présent, la stratégie principale, lorsqu'on était innovant sur le marché, en mettant des nouvelles technologies sur le marché, c'était finalement de se dire que si on voulait créer un consensus, on allait créer une norme, et plus tard, en espérant qu'elle devienne harmonisée, notamment pour certaines spécifications techniques ou de performance. La Commission européenne a souhaité se laisser un élément complémentaire qui sont les spécifications communes. Alors, je ne vais pas revenir beaucoup plus dedans, mais elles sont très importantes parce que celles-ci, elles sont éditées directement par la Commission européenne sur consultation de ce comité qui est le groupe MDCG. Et finalement, elles vont pouvoir être applicables beaucoup plus vite, sans passer par les instances de normalisation habituelles. Et ça, c'est intéressant puisque potentiellement, ça permet de créer une sorte de normalisation européenne, finalement, qui n'en soit pas vraiment une, mais sur laquelle on va quand même pouvoir s'adosser et potentiellement créer en fait une sorte de système parallèle aux normes harmonisées. Donc il faudra également être très vigilant sur la sortie de ces spécifications communes et les intégrer notamment dans votre veille réglementaire. Dernier petit point qui est fondamental, dont tout le monde parle également. On connaissait tous très bien les guides MEDEV. On en reparlera un peu aujourd'hui, mais en fait l'idée c'était de les remplacer progressivement. Les remplacer par quoi? Par des MDCG Guidance. Donc là, vous êtes en train de comprendre que je suis en train de vous donner tous les éléments clés pour se dire mon règlement, 175 pages, me donne des obligations de résultat, comment je fais pour y répondre? On a vu les normes harmonisées, on a vu les spécifications communes, il nous reste ces guidance MDCG. Ces guidance MDCG, elles peuvent concerner tout type de sujet. Et on va en croiser un certain nombre aujourd'hui. On va croiser le DAMED, on va croiser l'UDI par exemple, on va croiser les investigations cliniques, on va croiser peut-être la qualification et la classification des logiciels dispositifs médicaux dans cette partie New Technology. On va s'intéresser à cette PRRC ou personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Pardon. Voilà, on va retrouver un certain nombre de composantes sur lesquelles finalement la Commission se positionne au travers de ce groupe MDCG. C'est pareil, les guidelines qui sortent de MDCG ne sont normalement pas contraignantes, mais finalement, comme elles représentent l'état de l'art, elles deviennent de facto contraignantes. Élément complémentaire qui va leur donner beaucoup de poids, c'est qui est-ce qui participe à ce groupe MDCG. On a des membres de la Commission européenne, des membres des autorités compétentes des différents États membres. On va pouvoir retrouver des membres également de liaison des différents organismes notifiés, et des membres d'associations de professionnels. Pour l'instant, on n'a pas spécialement de membres de professionnels industriels. Voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui, à mon avis, dans ce groupe MDCG, c'est de donner la parole aux industriels pour ces guidance qui ont une importance énorme pour nous demain. Mais malgré tout, voilà, ça fait consensus parce qu'on met un peu autour de la table un certain nombre de parties prenantes importantes, et notamment de manière très décentralisée au niveau de tous les États. Maintenant qu'on a reposé tous ces éléments de contexte, je vous propose d'avancer sur la partie adaptation de ce système qualité aux opérateurs économiques, puis on fera une petite première session de questions-réponses pour voir s'il y a des sujets que vous souhaitez approfondir un petit peu plus. Vous avez déjà des questions. Il y a déjà des questions, bah, c'est super. Mais si ça vous va, je déroule quand même l'autre, comme ça on se fait un petit bloc. Tout à fait. Allez. Complètement. Un élément qui est important dans ce nouveau règlement, c'est que premièrement, on a pris conscience qu'on avait un certain nombre d'acteurs et que ces acteurs n'étaient pas toujours très clairement définis. Qu'on parle de l'importateur, de certaines notions de distributeur, et on a recouché les définitions et les obligations attenantes. Donc là, de manière très visuelle, j'ai voulu vous représenter ces différents acteurs. Là, on est dans un schéma où vous voyez qu'on a un fabricant qui serait en Inde, par exemple. Ce fabricant va avoir besoin de se faire représenter au sein de l'Union européenne par un mandataire. Donc, il va agir pour son compte avec un certain nombre de prérogatives et de responsabilités que je vais vous représenter tout de suite. Donc, ce flux en orange-rouge, cette flèche, c'est un flux d'information et de responsabilité. En violet, on va se retrouver avec des flux de produits. Finalement, mon produit qui est fabriqué et libéré en Inde, il va bien falloir qu'il arrive d'abord sur le territoire de l'Union européenne. C'est l'importateur. Il met à disposition du marché, ce qu'on appelle. Il va falloir être assez vigilant parce qu'on a un certain nombre de définitions qui sont très proches. Donc, la mise à disposition sur le marché. Donc, la première fois, je vais proposer le produit à la vente
la possibilité de l'introduire sur le marché de l'Union européenne. Je suis l'importateur. On va voir également dans quelques instants prérogatives et exigences qui s'appliquent à lui. Cet importateur, il peut très bien réaliser lui-même des activités de mise à disposition sur le marché, enfin vraiment de mise sur le marché, pardon, donc vendre ses produits et les distribuer à des établissements de santé. Ou alors, il va pouvoir être décorrélé de cette activité de distribution et passer par des distributeurs. Donc, on pourrait avoir un importateur et 27 distributeurs pour les 27 États membres aujourd'hui, plus bon, les 2-3 qui ont des reconnaissances mutuelles, ça peut marcher aussi. Mais donc, voilà. Ça, c'est un premier élément à bien comprendre. On a un flux de responsabilité dans un sens, on a un flux de produits dans l'autre sens et on vient clairement clarifier qui est qui. Un autre schéma qu'on aurait très bien pu avoir, c'était l'idée d'avoir une usine qui était ici en Espagne, qu'on voit en bas à gauche, et puis de se dire, comme je suis en Espagne, je n'ai pas besoin de mandataire. Comme je suis en Espagne, je n'ai pas besoin d'importateur. Le produit est déjà dans l'Union européenne. Par contre, je vais avoir des distributeurs. Autre élément intéressant qu'on voit ici, et qui est un schéma qu'on retrouve classiquement dans les modèles de distribution, c'est des distributeurs de distributeurs. Mon fabricant vend un premier distributeur qui stocke des produits qui va les revendre à un deuxième distributeur. Donc ici, par exemple, un distributeur en France qui revend un distributeur en Allemagne. J'imagine que c'est en Allemagne. Et puis après, on va arriver au client final qui serait notre établissement de santé dans ce cadre-là. Donc ça va être également à prendre en compte comme nouveau modèle. En tout cas, ce n'est pas un nouveau modèle puisque la supply chain se met toujours en place. Et c'est juste que la réglementation essaye de pas s'adapter, mais prendre en compte les modèles de supply chain qui existent. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est de se focaliser 2 secondes, en tout cas quelques minutes, sur les exigences nouvelles qui sont portées sur ces différents opérateurs économiques. Sur le fabricant, je vais y revenir largement un petit peu après. Donc, je vais commencer par le mandataire, l'importateur, puis le distributeur. Ce qui nous intéresse sur le mandataire, c'est premièrement, on vient formaliser un élément qui semblait clair, mais c'est de se dire, vous devez avoir un contrat, un mandat. Le mandataire obtient un mandat du fabricant, donc il accepte le mandat, et en même temps, le fabricant donne le mandat, donc il accepte de donner le mandat. Ça, c'est très important. On a une relation contractuelle acceptée par les 2 parties. Et ça va devenir un élément qui va devenir un enregistrement de votre système qualité, extrêmement fondamental. Dans ce mandat, on va devoir également retrouver un certain nombre d'éléments. Il va falloir que le mandataire s'assure d'éléments assez fondamentaux. Le premier, c'est de disposer systématiquement de la documentation technique à jour et de ses modifications. C'était une exigence qui existait déjà, mais là, on va considérer qu'elle est vraiment renforcée dans son application. L'idée finalement ici, c'était de dire quoi? Ça a été je me permets de donner mon opinion, mais l'idée du régulateur, c'était d'arrêter d'avoir des fabricants extraterritoriaux au niveau de l'Union européenne et des mandataires qu'on retrouvait être uniquement des boîtes aux lettres, donc qui n'avaient pas forcément de réelle fonction. Et lorsqu'on se trouvait avec des situations très compliquées comme des rappels de l'eau, que l'autorité compétente cherchait à aller sonner chez quelqu'un, il n'y avait personne. Là, ça ne va plus être possible demain. Ça va plus être possible pour un certain nombre d'éléments. Donc, premièrement, on va avoir besoin de cette documentation technique, d'avoir ces modifications, de s'assurer qu'on a la déclaration de conformité UE et le certificat, si applicable, de marquage CE qui sont présents. Puis surtout, ce mandataire, il va devoir se déclarer, il va devoir s'enregistrer sur la base de DAMED. Le DAMED, je vais prendre le temps d'en reparler un tout petit peu après, puisque je pense que ça turlupine beaucoup de personnes. Vous savez que ça y est, on peut s'enregistrer en tant qu'opérateur économique depuis le 1er décembre, mais il reste un certain nombre d'éléments à construire autour, et donc je vais y revenir, puisque un des éléments fondamentaux, c'est que EDAMED fait vraiment partie des éléments de système de management de la qualité qu'on va devoir introduire. Donc pour rappel juste, EDAMED, ce sera cette future base de données européenne centralisée dans laquelle on va pouvoir venir enregistrer les opérateurs économiques, les dispositifs médicaux qu'on met sur le marché et les aires géographiques associées. On pourra remonter les effets indésirables directement dans le DAMED. On pourra déclarer un certain nombre d'éléments de post-market surveillance également. Donc vous voyez, avec une véritable volonté de centraliser. Et dans le cas où on aurait un rappel de l'eau à faire, on pourra le déclarer dans le DAMED, identifier une autorité compétente et leader, on va appeler ça comme ça, qui derrière donnera le tempo pour pouvoir conduire le rappel de l'eau au niveau européen. Donc, vous voyez, il y a une volonté déjà d'harmonisation en tout cas des pratiques et de commencer à avoir une sorte de reconnaissance mutuelle dans les pratiques. Si je reste sur ce mandataire, on va avoir des éléments fondamentaux autour de lui, puisqu'on va lui demander de mettre en place un système de management de la qualité, finalement, des procédures pour gérer les réclamations, les signalements des incidents, s'assurer que les dispositifs médicaux non conformes vont être gérés.
et qu'on est capable de gérer tout ce qui est matérovigilance, gestion des incidents qui présentent des risques graves, donc communication avec les autorités de santé. On voit qu'en fait, on est gentiment en train d'instaurer, excepté certaines parties qui seraient conception et développement, mais des premières bases d'un système de management de la qualité très similaire à l'ISO 13485 sur les process de management et les process support. Avec cette idée quand même que vous devez avoir la visibilité sur la documentation technique à jour. Des players qui vont devenir extrêmement importants, ce sont les importateurs et les distributeurs. Avec cette idée que jusqu'à présent, dans la directive, on reportait beaucoup de responsabilités sur le fabricant, que ce soit pour les vigilances, que ce soit pour la mise sur le marché des dispositifs médicaux. Et là, finalement, on a la volonté de dire que chaque maillon de la chaîne, de la supply chain, de la chaîne de distribution, va devoir accepter d'avoir à la fois des opportunités, donc des prérogatives, mais à la fois des responsabilités. Et ça va notamment être le cas de l'importateur. L'importateur va être une personne pour qui on va avoir vraiment la nécessité de commencer à cadrer un certain nombre d'activités au travers de procédures documentées finalement. Le premier, c'est une activité de vérification. C'est de dire si je fais rentrer des produits sur le territoire de l'Union européenne, il faut que je m'assure que ces produits soient un minimum d'éléments de conformité. Avoir un marquage CE, disposer d'une déclaration de conformité UE, que les fabricants et les mandataires soient clairs, le fabricant et le mandataire, soient clairement identifiés. Et ça veut dire aussi aller regarder la notice et les différents éléments d'étiquetage pour s'assurer qu'ils sont conformes. Alors, grosse difficulté malgré tout, c'est de se dire que si je suis un importateur qui importe pour 25 pays dans 25 langues différentes, ça risque d'être compliqué. Mais je peux malgré tout m'assurer de la présence de certains éléments et de m'assurer qu'en tout cas, je n'ai pas oublié d'informations au niveau de ces notices. On va devoir aller s'assurer que l'UDI a été correctement attribué pour les dispositifs médicaux que je fais rentrer sur le territoire de l'Union européenne et que ces dispositifs ont été déclarés au niveau de la base de DAMED. Donc que le fabricant a fait son travail finalement en amont et que moi je récupère des dispositifs médicaux. J'aurai également moi en tant qu'importateur ce rôle de m'enregistrer sur cette future base de DAMED. Cet importateur, comme il a un rôle important, puisque c'est lui qui permet aux produits de rentrer dans l'Union européenne, eh bien, on va demander à ce qu'on appose son identité sur le packaging du dispositif. Ça, c'est important parce qu'on va devoir être en mesure d'identifier l'importateur, ce qui est quelque chose de totalement nouveau. Donc, ça vient véritablement modifier un certain nombre de pratiques. On va lui demander de respecter les conditions de stockage, de respecter les conditions de transport qui seront fixées par le fabricant, que ce soit publié sur la notice ou par des directives directes, si par exemple vous avez un quality agreement avec lui. On va vous demander d'assurer pendant un certain nombre de temps, et on verra que plus tard, ce sera une dizaine d'années au final, tout ce qui est déclaration de conformité, en fait, tous les éléments de vérification dont on a pu parler précédemment, et de tenir un registre des réclamations, un registre des dispositifs médicaux non conformes, et de tous les éléments de rappel ou de retrait. Donc on voit véritablement ici qu'on a un certain nombre de briques d'activités qui deviennent obligatoires et sur lesquelles, lorsqu'on va vouloir les mettre en œuvre, on va nous demander de mettre en place un système de management de la qualité. Donc finalement, on va commencer à nous demander d'avoir des procédures proportionnées, certes, aux nouvelles exigences du règlement, mais quand même, c'est un changement assez important pour certains importateurs. Ça va être exactement le même cas pour certains distributeurs. Aujourd'hui, on a des distributeurs qui fonctionnent un petit peu hors scope de système de management de la qualité, c'est-à-dire qui respectent un certain nombre d'exigences de cahier des charges, mais qui ne sont pas forcément certifiés ISO 13485, ni qui auraient mis en place le système de procédure. Pour autant, ces distributeurs, qui eux vont être là pour mettre à disposition le produit directement sur un territoire douanier, donc véritablement par exemple le territoire français, on va leur demander également des activités de vérification, que ce soit la documentation, donc marquage CE, déclaration UE de conformité, identification du fabricant du mandataire, les informations qui accompagnent le dispositif. Et là, par contre, on peut s'attendre à se retrouver à devoir vérifier que ces informations, elles sont correctes au niveau de la langue, puisqu'on donne une liberté complémentaire au distributeur qui est d'adapter, par exemple, une notice pour faire en sorte qu'elle corresponde aux exigences locales. Donc, typiquement, si vous recevez des produits qui sont des produits anglais, en tout cas en termes de notice et d'étiquetage, vous allez avoir la possibilité en tant que distributeur de faire la modification vous-même de la notice et de l'étiquetage, dans la mesure, il y aura un certain nombre d'éléments dont il faudra tenir compte, mais le principal, ce sera d'avoir un système de management de la qualité qui encadre ces activités. Donc il va falloir disposer de dispositions qualité, d'éléments documentés pour se dire, tiens,
finalement, je fais une activité qui est presque du repackaging, donc il va falloir que je sois en mesure de le documenter. Mais j'ai le droit de le faire si c'est pour me conformer aux exigences locales du pays dans lequel je souhaite distribuer. Typiquement, si j'ai besoin de mettre ma notice en français, par exemple. Le distributeur va devoir également respecter les conditions de stockage et de transport. Alors, ça paraissait assez trivial par rapport à ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui, et tenir un registre des réclamations, des dispositifs non conformes et des activités de rappel et de retrait. Là, c'est pareil, progressivement, on va voir se déployer des exigences qui sont soit des exigences fabricants, soit des exigences liées au règlement, de mise en place d'un système de management de la qualité. Alors finalement, pourquoi je commence à introduire ces opérateurs économiques? On pourrait se dire, moi, je suis juste fabricant, et finalement, ça me concerne un petit peu moins. La grande difficulté, c'est que la question à se poser, c'est quel est le positionnement de ces personnes-là vis-à-vis de vous? Un distributeur, certes, il vous achète les produits, donc quelque part, c'est un client. Mais on se rend compte ici qu'il a des devoirs envers vous, des devoirs de traçabilité, des devoirs de maintien de conditions de stockage, de gestion de registre de réclamation, et on verra qu'un certain nombre d'informations qu'il collecte vont vous être utiles pour pouvoir réaliser, par exemple, votre post-market surveillance. Et finalement, là où avant, on pouvait avoir des interprétations entre auditeurs ou entre organismes notifiés sur est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un prestataire, là, véritablement, on réinstaure un élément central. Vous devez maîtriser ces distributeurs, vous devez maîtriser vos importateurs s'il y en a plusieurs, et également la même chose pour les mandataires. Ça veut dire qu'il faut les réintégrer dans vos outils de maîtrise de vos prestataires ou fournisseurs de services, ou même mon fournisseur si c'est un système plus large. C'est très important parce qu'il faut comprendre les nouvelles exigences qui s'appliquent à eux et être en mesure de cascader ces exigences vers eux pour commencer à imposer un certain nombre d'éléments. On commence à voir des fabricants qui demandent à leurs distributeurs de se mettre à jour sur un certain nombre de procédures pour être capable de démontrer qu'ils sont conformes à un certain nombre d'exigences du nouveau règlement. Donc ça, pour vous demain, soit en tant que distributeur, soit en tant qu'importateur ou mandataire, mais surtout en tant que fabricant, sachez que vous allez avoir une maîtrise accrue à avoir vis-à-vis de ces partenaires-là. Bien évidemment, si je me pose sur un élément toujours central de la réglementation qui est ce fabricant. Ce fabricant, on n'a pas réinventé la roue, on lui demande toujours 3 éléments extrêmement importants. Ce sont les bulles bleues que vous avez ici. Pour pouvoir commercialiser un dispositif médical, il doit disposer d'un système de management de la qualité conforme aux exigences du nouveau règlement, d'une documentation technique conforme aux exigences du nouveau règlement et d'un système de surveillance post-market conforme aux exigences du nouveau règlement. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir qu'on a un certain nombre d'éléments du système de management de la qualité qui vont impacter directement la documentation technique et vice-versa. Et pourquoi ici, finalement, le post-market surveillance il est placé en plein milieu? C'est que c'est un des éléments les plus centraux, en tout cas, qui matérialise le mieux cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'à la fois, on va devoir créer des procédures au sein du système de management de la qualité. Se dire maintenant, je standardise ma manière de travailler pour faire de la post-market surveillance. Et en même temps, les résultats de cette post-market surveillance, elles vont se retrouver dans ma documentation technique. Bien sûr, associé à ça, on a quelques éléments d'intérêt majeur qu'on va rediscuter également aujourd'hui. C'est de se dire attention, autour du fabricant, des grosses nouveautés, c'est l'évaluation clinique qui change beaucoup. Et en fait, cette évaluation clinique, elle va impacter tant la documentation technique que le système de management de la qualité. De même pour l'UDI, de même pour les informations qui accompagnent le dispositif médical. J'ai essayé de vous représenter de manière très macroscopique finalement l'ensemble des activités qu'on pouvait retrouver si on regardait le nouveau règlement en termes de ce à quoi on s'attendrait comme processus majeur à retrouver. On va retrouver du respect de la réglementation, de la gestion des ressources, ces nouveaux process, en tout cas plus standardisés d'évaluation clinique, d'identification des exigences de sécurité et de performance, tout ce qui serait gestion des risques, réalisation du produit, attribution de cette UDI dont on a parlé, post-market surveillance, communication avec des parties externes, on verra quel type de parties, vigilance, gestion des actions d'amélioration, donc des CAPA, et puis tout ce qui serait contrôle, mesure, surveillance, analyse, etc. Alors, quand on voit tout ça, dans un premier temps, on va se dire, oui, mais nous, on est certifié ISO 13485, il y a déjà des éléments qu'on connaît très bien. Et puis à l'inverse, on se dit, tiens, il y a des éléments véritablement nouveaux. Vous avez entièrement raison. Il y a des éléments qu'on maîtrise déjà très bien, et puis il y a des éléments nouveaux. L'idée, c'était ici de vous présenter ça de manière un petit peu différenciée. Le respect de la réglementation, c'est quelque chose de foncièrement nouveau en tant que processus. Bien sûr que vous respectiez la réglementation, mais là, ce qu'on va attendre à retrouver,
c'est quelque chose qui est très proche des exigences du MDSA. C'est un process dans lequel vous décrivez comment vous souhaitez mettre sur le marché votre dispositif médical et comment vous allez garantir tout au long de son cycle de vie le fait qu'il respecte la réglementation. Donc ça, c'est très important. On aura la gestion des ressources. Alors pourquoi c'est à la fois nouveau et à la fois pas nouveau? Le petit sigle ISO voulant dire qu'on le retrouve déjà dans l'ISO 13485 finalement. Mon idée, c'était de dire un drapeau européen, c'est très majoritairement une nouveauté du règlement. Un petit sigle ISO, on le retrouve déjà très majoritairement dans l'ISO. Pourquoi cette gestion des ressources? Parce que on l'a déjà dans l'ISO 13485, mais on a cette nouvelle personne chargée de veiller au respect de la réglementation qui s'introduit avec des nouvelles exigences pour vérifier ses compétences, vérifier qu'elle dispose d'un certain nombre de prérogatives également. Donc c'est également une nouveauté. L'évaluation clinique, c'était finalement quelque chose qui semblait s'intégrer dans le cycle de développement, dans le chapitre 7 de l'ISO 13485, mais là en fait on va beaucoup plus loin. On introduit véritablement que l'évaluation clinique, c'est la dernière étape de la validation d'un dispositif médical, et on vient introduire des véritables règles autour de ça, une manière de travailler, ou en tout cas on n'introduit jamais, une manière de travailler puisque ce sont des obligations de résultat, mais justement, on vous impose d'avoir des règles. On commence à demander à avoir une méthodologie très claire. Je vais revenir dessus, parce que ça, c'est un élément très central. L'identification des exigences de sécurité et de performance, ça fait un peu le lien avec le respect de la réglementation, mais j'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça devient un élément très très central de la revue de votre dossier technique demain, et il faudra que votre système de management de la qualité soit en mesure, finalement, de supporter la mise à jour de cette documentation. La gestion des risques, pour moi, je prends le parti de vous dire que finalement, le principal positionnement, c'est de l'ISO, que ce soit l'ISO 13485 ou de la 14971. Pareil pour la réalisation du produit, exactement pareil pour les éléments de communication avec les parties externes. On avait déjà beaucoup de choses dans l'ISO, la gestion des CAPA et tous les éléments de contrôle et de mesure. Par contre, tout ce qui serait attribution des UDI, là, il faut être assez honnête, c'est le nouveau règlement qui vient introduire énormément d'éléments. L'ISO, dans sa version de 2016, avait commencé à anticiper un peu l'arrivée du nouveau règlement. Je vous ai dit, discussion en 2015, arrivée de la nouvelle version de l'ISO 2016, donc on commençait à anticiper un certain nombre d'éléments. L'obligation de l'UDI était déjà là, mais bon, on ne savait pas trop comment faire. Et là, on voit tous les comment faire arriver progressivement avec non seulement le nouveau règlement qui impose les obligations de résultat, mais les guides MDCG qui nous donnent ces comment faire, puisqu'on en a 9 rien qu'autour de l'UDI. Donc véritablement quelque chose de très nouveau, très central, et on va en discuter. On va devoir mettre en place des procédures qui nous permettent de savoir comment gérer ces UDI. Dernier point, la vigilance. La vigilance qui a toujours été un système pour l'instant très local, si on peut dire, même si on s'appuyait sur des guides MEDEV, mais c'était chaque autorité compétente. Là, on voit que demain, on va reporter dans un système d'AMED. On va essayer de créer une sorte de centralisation, ou en tout cas de centraliser de l'information. Cette vigilance et le suivi post-market vont se retrouver extrêmement poussés par les éléments du nouveau règlement. Donc, l'idée ici, c'était de se dire, si demain vous devez réaliser une mise à jour de votre système qualité, attention, là vous voyez un drapeau avec le drapeau européen, c'est là où on risque d'avoir véritablement des gros éléments de nouveauté. Par rapport aux autres, où on va avoir peut-être des ajustements, mais plus mineurs parce que l'ISO les couvrait bien. Si je finis un petit peu sur ces différents éléments d'introduction de nouveautés, un élément fondamental, c'est cette PCVRR, cette personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Premièrement, parce qu'à partir du 26 mai 2021, vous allez devoir en disposer d'une. Ça va s'appliquer aux fabricants et aux mandataires. Ça, c'est un élément très important. Cette personne chargée de veiller au respect de la réglementation, on est venu définir deux choses fondamentales. Un, quelles sont les compétences dont elle doit disposer? Des compétences de formation plus des compétences d'expérience, acquises par l'expérience, ou alors des compétences acquises uniquement par l'expérience. Et ça, il va falloir être en mesure de démontrer de ces compétences. La dernière version de l'ISO avait déjà instauré tout le système tourné vers la démonstration des compétences. Mais là, c'est vraiment la clé de voûte, ça y est, on est vraiment au paroxysme de cette démonstration, puisqu'on va vraiment devoir pouvoir apporter la preuve qu'on a quelqu'un qui va être en mesure de disposer de ses compétences et de les maintenir à jour. Pourquoi avoir ces compétences? Parce qu'on lui donne 3 responsabilités essentielles. La première, c'est une surveillance des activités qualité,
et principalement de garantir la conformité des dispositifs médicaux avant leur libération. La deuxième, c'est d'être capable de garantir qu'on dispose d'une documentation technique qui soit conforme et mise à jour régulièrement, avec au final une matérialisation par une déclaration de conformité qui sera émise. Enfin, quelqu'un qui puisse gérer, en tout cas avoir la responsabilité des activités de post-market surveillance, de vigilance et de notification aux autorités. On a la possibilité de splitter ces responsabilités sur plusieurs personnes. Ça, c'est quelque chose de possible. Donc, on pourrait avoir, entre guillemets, 3 PCVRR avec des scopes bien précis et qui démontreraient de ses compétences particulières, ou alors en avoir une seule. Un autre élément qui va être intéressant, c'est la possibilité d'externaliser cette fonction pour les petites entreprises, dès lors que la personne pourra être joignable en permanence et sans interruption, en tout cas à leur disposition. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas forcément dans les locaux avec un lit de camp pour dormir ici, mais en permanence, vous pourrez la joindre par téléphone si jamais il y avait une problématique. Donc on a pris en compte et on l'a introduit dans le nouveau règlement, cette possibilité d'externaliser. Ça, c'est important parce qu'on va retrouver, du coup, dans vos procédures, typiquement de gestion des ressources humaines, la nécessité de se mettre à jour sur bien démontrer les compétences de ces personnes clés, et puis aussi de s'intéresser sur quelque chose, parfois on avait un peu de lacune, c'est la permanence de la responsabilité. Si cette personne prend des vacances, contractuellement, elle n'est plus en train de travailler pour l'entreprise. Donc il lui faut un député, il lui faut un intérimaire. À partir de là, il va falloir créer un ensemble finalement d'activités, de processus qu'on va formaliser au sein de procédures qui vont nous permettre de dire je sais comment je gère cette permanence. Voilà. Ça peut être en faisant appel à une partie externe ou en gérant en interne des députés sur les différentes fonctions. Mais ça va être extrêmement important également d'avoir non seulement la gestion de cette PCVRR, mais en plus de ses absences. Cette slide, il n'y a que du texte, mais il n'y a que des éléments importants. Un élément central dans la philosophie de ce nouveau règlement, vous avez compris, on est en train d'instaurer finalement des exigences de systèmes de management de la qualité qui viennent se surajouter en complément de l'ISO 13485. Donc c'est de dire demain, même si je suis certifié ISO 13485, avec un système qualité total qui prend en compte l'ensemble des chapitres, malgré tout, il va me manquer des brides de système de management de la qualité pour être conforme aux exigences du nouveau règlement. Un des éléments centraux dans cette conformité au nouveau règlement, c'est finalement de se dire il faut que je respecte un principe essentiel qui a été instauré par l'ISO 9001 dans sa version 2000, qui était le PDCA, le Plan Do Check Act. Je planifie une activité, je mets en œuvre selon les plans. Je prends le temps de vérifier que j'ai mis en œuvre selon les plans que j'avais prévus. Et si ce n'est pas le cas, soit je rectifie le tir et je recommence un certain nombre d'activités, c'est la route des MIG, soit je permets d'adresser les non-conformités, les déviations que j'ai pu faire en me disant qu'elles n'ont pas d'impact. Alors pourquoi c'est extrêmement important de comprendre qu'on a cette vision PDCA très poussée? Parce que jusqu'à présent, sur un certain nombre d'activités, on avait tendance à uniquement se focaliser sur le résultat, sur le rapport. Si je prends en compte l'évaluation clinique, on avait très tendance à fournir des rapports d'évaluation clinique. Mais ces rapports intégraient les plans d'évaluation clinique. Je me retrouvais parfois avec des rapports d'investigation clinique. Ça pouvait arriver notamment quand on était sur de l'observationnel, on ne prenait pas bien le temps de coucher des plans d'investigation. Et pareil, pour tout ce qui était post-market surveillance, on se retrouvait au travers d'entreprises avec finalement uniquement des rapports de post-market surveillance, des rapports de PMCF. Et là, ce qu'on vient introduire, c'est véritablement l'idée de dire attention, avant de mettre en place une activité, il faut en faire un plan. Réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez le faire, quelle est la finalité, quelles sont les composantes à prendre en compte. Déployez votre plan, et une fois que vous aurez déployé votre plan, vous allez pouvoir faire un rapport. Donc on est vraiment sur cet aspect PDCA. Ça, on le voit au niveau de la gestion des risques, puisque l'annexe 1 nous demande d'avoir un risk management plan. On va le revoir au travers de tout ce qui est évaluation clinique, développement. Alors ça, c'est un élément qui est très intéressant. On a 3 plans dont je vais reparler un petit peu après, qui sont le plan d'évaluation clinique, le plan de développement clinique, le plan d'investigation clinique. Le plan d'évaluation clinique, c'est finalement comment je souhaite obtenir des preuves que mon dispositif médical, en termes de validation, je cherche à collecter suffisamment de preuves cliniques que mon dispositif médical est
atteint réellement les objectifs de safety et de performance dans un contexte clinique. Donc je couche ça sur un plan, on y reviendra tout à l'heure. Parfois, on va partir sur la voie de la littérature et parfois on va avoir besoin de partir sur des investigations cliniques. Donc c'est ce qu'on retrouve sur ce plan d'investigation clinique dans lequel on va venir coucher un plan pour conduire une investigation clinique. Et en fait, il existait un échelon entre les deux qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude de formaliser. C'est de se dire, c'est très très bien, bon, la littérature elle existe, mais je suis un produit innovant, je vais devoir conduire des investigations cliniques. Mais je suis très tôt. Et finalement, ces investigations cliniques, elles vont peut-être avoir lieu en plusieurs étapes. Peut-être que je vais faire une faisabilité, une POC. Peut-être que je vais commencer par une toute petite série sur l'homme. Peut-être qu'après, je vais vouloir aller sur une plus grande série, voire encore après une plus grande série, pour aller chercher encore plus de données, voire des données médico-éco. Et en fait, c'est ça dans le plan de développement. Et tous ces plans s'imbriquent. C'est-à-dire, mon plan d'évaluation clinique me permet de me dire quelles sont les preuves cliniques dont j'ai besoin. Et si j'ai besoin d'aller collecter des preuves cliniques par l'expérimentation, alors je vais commencer à initier un plan de développement clinique qui va me permettre d'établir presque cette sorte de stratégie. Mais on n'est plus dans la stratégie, on est dans le plan puisqu'on est en train d'essayer de cadencer avec des timelines à quand est-ce que je vais souhaiter initier une étude de faisabilité, puis mes études sur elle, et puis véritablement les investigations cliniques. Les deux autres éléments, j'y reviendrai un tout petit peu plus en détail après, que ce soit le PMCF plan ou le PMS plan. Par contre, un élément fondamental, qui est le premier, et je ne vous en ai pas encore parlé, c'est la stratégie réglementaire, en tout cas la stratégie de compliance réglementaire. Elle a été introduite dans deux endroits, l'article 10, donc qui relève des obligations du fabricant, et l'annexe 9. Ah, j'y reviens un petit peu après. Désolé, je vous ai fait un teasing, mais en fait j'ai introduit cette slide un petit peu après. Ces éléments de stratégie de compliance, je vais y revenir donc un petit peu après sur son contenu. Retenez pour l'instant que c'est un élément extrêmement fondamental. Elle a pour objectif de se dire quelles sont les étapes et les éléments que je dois mettre en œuvre d'un point de vue conceptuel, stratégique pour mettre sur le marché mon dispositif médical et le maintenir sur le marché d'un point de vue réglementaire. Donc ayez ça en tête, je vais revenir sur le détail de quels sont ces éléments, parce que ça bien souvent c'est un élément qui est manquant, notamment pour tous ceux qui ont des dispositifs médicaux enregistrés sous la directive, qui font la transition sur le nouveau règlement, on oublie cette stratégie. Mise à niveau du système de management de la qualité, on a commencé à en parler. On a des éléments qui sont relatifs à la performance clinique, et je vais encore plus les détailler après, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus. Un élément très important, très important, EUDAMED. EUDAMED, donc cette base de données européenne sur laquelle on a dit il nous fallait, elle va nous permettre un certain nombre d'éléments. Là, ça y est, depuis le 1er décembre, on peut s'enregistrer en tant qu'opérateur économique. Vous en tant que fabricant, vous en tant que distributeur, vous en tant qu'importateur. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que EUDAMED, ces dispositions d'enregistrement, c'est une obligation du nouveau règlement. Donc en fait, on s'attend pour que vous soyez conforme aux exigences du système de management de la qualité du nouveau règlement, que vous ayez des dispositions documentées pour nous expliquer comment fonctionne EUDAMED et comment vous gérez EUDAMED. Grande difficulté, il manque un certain nombre de modules. Ils ne sont pas encore tous fonctionnels. À aujourd'hui, du benchmark qu'on peut avoir, c'est que les autorités, les organismes notifiés s'attendent à retrouver chez vous des procédures pour définir votre expectative. Qu'est-ce que vous pensez mettre en œuvre? C'est-à-dire que lorsque EUDAMED va fonctionner, qu'est-ce que vous allez déclarer? À quel moment? Dans quelle temporalité? Qui chez vous sera responsable de le faire? Donc oui, aujourd'hui, vous pouvez déclarer uniquement vous en tant qu'opérateur économique, mais on va s'attendre à retrouver, si on est dans la partie post-market surveillance, la déclaration des PUR sur EUDAMED. On va s'attendre à retrouver potentiellement demain la possibilité, lorsque EUDAMED sera fonctionnel, de déclarer un rappel de l'eau, de déclarer des incidents, de déclarer les UDI des dispositifs médicaux que je commercialise. Tout ça, il va falloir le retrouver. Le commentaire, je ne peux pas vous le dire. On a toujours deux opportunités qui se positionnent. On se dit, tiens, finalement, comme on est sur de l'expectatif, est-ce qu'on ne créerait pas une grosse procédure centralisée dans laquelle on imagine un monde un peu virtuel pour l'instant et puis on vient coucher tout ce qu'on veut? Ou alors la possibilité de se dire, je vais prendre toutes mes petites procédures, toutes ces procédures dans lesquelles je vais retrouver EUDAMED, on a commencé à en parler, PMS, vigilance, enregistrement, déclaration des UDI, et dedans, je vais intégrer la composante déclaration dans EUDAMED. Donc, dans tous les cas, on a toujours cette possibilité soit de centraliser le système sur une procédure, soit de décentraliser les exigences sur un certain nombre d'autres procédures. Aujourd'hui, on voit les deux,
et les deux sont acceptés par les autorités, mais l'important c'est qu'on retrouve le DAMED. Ça j'insiste, c'est très important, parce qu'on pourrait se dire, comme c'est pas fonctionnel, je ne vais pas le décrire. Oui, mais comme c'est une exigence du nouveau règlement, vous n'êtes pas conforme au nouveau règlement sur ce point-là. Je vais commencer à faire le lien très progressivement avec les autres parties, mais la documentation technique est une obligation. Là, je suis dans l'article 10. On impose aux fabricants de disposer d'une documentation technique à jour. Vous avez commencé à le comprendre. Vous allez devoir introduire un processus qui va nous expliquer, qui va venir en fait standardiser au sein de votre organisation et pouvoir être un élément explicatif pour l'organisme notifié, pour une autorité compétente, de comment vous mettez à jour et vous entretenez cette documentation technique. Parfois, l'état de l'art fait que vous aviez déjà, pour certains, ces procédures-là. Mais pour autant, c'était plus un état de l'art dans les exigences. Il n'y avait pas dans les exigences individuelles des autorités compétentes ou des organismes notifiés, mais ce n'était pas écrit tel quel dans la directive et où, par exemple, dans l'ISO 13485. Là, c'est écrit tel quel. Et il va falloir que vous créiez un processus véritablement autour de cette compliance réglementaire. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est qu'on peut très très bien s'inspirer du programme MDSAP et des recommandations IMDRF, puisque celles-ci, elles existent déjà depuis 2015. Le programme est mis en place depuis 3 ans. Et à partir de là, on sait déjà comment mettre en place ce genre de processus de manière véritablement processus qualité. Voilà, je vais arriver sur une autre partie. Je propose qu'on puisse déjà répondre, si vous le souhaitez, à certaines questions, très volontiers, ce qui peut permettre déjà de redonner un peu de parole. Merci beaucoup, Émeric. Full of information, comme on dit. Et voilà, je pense que vous allez éclairer beaucoup de chemins ou susciter beaucoup de questions supplémentaires. On va commencer par quelques minutes de questions. Alors la première, pour revenir sur le contexte, il y a une question au sujet des DM qui a été mis sur le marché post-mai 2021. S'ils répondent aux exigences, qu'ils sont conformes aux directives, mais répondent aux exigences du nouveau règlement, est-ce qu'ils peuvent quand même rester sur le marché? Juste pour repréciser, ce seraient des dispositifs médicaux qui étaient déjà sur le marché selon la directive. Alors, et j'ai demandé une précision. Sur le marché. C'est une... j'ai pas eu de précision, j'ai demandé une précision, mais j'en ai pas eu. C'est pas grave, je vais donner une réponse un peu dans les deux volets si vous voulez, comme ça donne un élément pour tout le monde. Pour tous les nouveaux dispositifs qu'on va introduire au-delà du 26 mai 2021, on est sur des nouveaux dispositifs médicaux, ils doivent être conformes au règlement. Donc vous allez rentrer sur des procédures d'évaluation de conformité et d'audit de votre système qualité selon le nouveau règlement. Pour ceux qui sont déjà sur le marché depuis la directive et qui vont aller vers le nouveau règlement, c'est ce qu'on appelle les legacy products. Donc on a commencé à les voir apparaître un petit peu partout dans certaines normes. C'est pour ça que je vous disais, les normes harmonisées, elles ont quand même commencé à anticiper. On l'a vu arriver sur la 62304 pour les logiciels, on l'a vu arriver sur la 62366 pour la partie aptitude à l'utilisation. Donc ces legacy products, ils étaient déjà là. Et un élément qui est très important par contre, c'est qu'ils doivent être légalement sur le marché. C'est-à-dire qu'ils doivent déjà disposer d'un marquage CE. Si vous m'inventez un dispositif médical qui aurait été en classe 1, mais vous n'avez jamais auto-certifié, malheureusement, ce n'est pas un legacy product. Il doit disposer d'un marquage CE. Pour cela, effectivement, on va avoir une transition. Qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à avoir un dossier technique qui reste conforme aux exigences de la directive, mais on va venir rajouter des surcouches du nouveau règlement, principalement au terme de système de management de la qualité. Donc oui, pour cela, le dossier technique reste celui qu'il était. Par contre, le système qualité doit évoluer vers le nouveau règlement, en intégrant notamment les composantes de PMS dont on a parlé, de personnes chargées de veiller au respect de la réglementation, etc. Super, merci Émeric. Pour ce contexte encore, 27 mai 2025, c'est la date butoir de mise sur le marché. Un DM non MDR, s'il est démontré que ces dispositifs répondent aux exigences du règlement malgré tout, est-ce qu'il peut rester sur le marché ou pas? C'est une énorme question. On me la pose souvent et pour l'instant, je n'ai pas d'élément de réponse. Malheureusement, ce que nous dit le texte purement et simplement, vous avez été mis sur le marché en tant que directive, vous avez un packaging qui est conforme directive, il est par exemple déjà chez votre distributeur, il y reste parce qu'il a une durée de vie de 10 ans. Normalement, non, ce produit doit revenir chez vous. Alors, est-ce qu'on aura, moi, je me permets de donner un point de position personnel, je pense qu'on aura des actes particuliers pour dire notamment si ces produits, ils ont transité vers le nouveau règlement, sur lesquels vous avez obtenu un marquage CE règlement, par exemple.
et qu'on n'a pas eu de modifications substantielles, notamment en termes de packaging, d'informations sur la notice, parce que attention, les notices peuvent quand même changer. On a des nouvelles exigences dont on va parler d'ici peu. Mais si ça n'a pas trop changé, je pense que pour cela, on aura qu'on aura une sorte de tolérance pour éviter des rappels de lots massifs. Un qui risque de ruiner l'industrie du dispositif médical, tout bonnement parce qu'on est obligé de rappeler des produits et qu'on ne peut pas dire à notre distributeur tant pis, tu l'as payé et tu peux rien en faire. Donc ça risque de reporter ça sur le fabricant et ça risque d'être dramatique en termes de coûts. Et le deuxième point, c'est juste que pour remplacer des dispositifs aussi compliqués, parfois on risque de mettre en rupture le marché. Donc je pense qu'on risque d'avoir des mesures d'adaptation. L'autre solution que vous auriez, c'est de modifier le packaging. Finalement, de demander, le distributeur aurait le droit de le faire, puisqu'on a vu qu'il a le droit d'adapter la notice et le packaging pour se mettre en conformité à la loi locale. C'est-à-dire finalement, j'ai fait réenregistrer mon dispositif selon le nouveau règlement. Qu'est-ce que je fais? Je repackage mes produits pour faire une sorte de relibération de produits sur le nouveau règlement. Ce serait possible. Mais ce qui va être très compliqué, c'est ceux qui sont déjà partis en Pologne, en Espagne, etc. Oui. En se disant, mince, est-ce que je vais vraiment rappeler cela? Je ne suis pas sûr, mais en l'état, en tout cas, c'est oui. Donc, c'est vraiment à surveiller ce point-là. D'accord. Merci. Une question sur la personne chargée de veiller au respect de la réglementation, qui est une grande nouveauté, en fait, avec ce nouveau règlement, il faut le dire, qui impacte beaucoup les structures, les organisations. Il y a une question, est-ce que le dirigeant peut avoir la casquette de cette personne-là? Alors oui, aujourd'hui, on n'a pas du tout imposé de rôle dans l'entreprise à la manière on aurait pu, pour nous, au niveau local français, s'inspirer du pharmacien responsable qui existait dans l'industrie pharmaceutique. Pour aujourd'hui, on reste sur un système purement européen et on demande uniquement à ce que cette personne elle ait suffisamment d'indépendance et de poids pour pouvoir prendre des décisions, quelles sont les responsabilités que j'ai évoquées et quels sont les éléments de démonstration de compétences. Donc ça pourrait très bien être le dirigeant qui, en plus, est cette personne PCVRR. Attention, peut-être, un peu comme on le faisait jusqu'à présent, la question de l'indépendance pourrait se poser quand même, parce que ça n'a pas été aussi réintroduit de manière aussi prégnante peut-être encore pour l'instant, mais c'est de se dire finalement le dirigeant il a des enjeux business. Là on a une personne qui doit être quand même potentiellement quand même déconnectée du business, être capable en tout cas de tirer les freins à un moment en disant attention, là on ne commercialisera pas ce produit parce qu'il y a des problèmes de safety, des problèmes de qualité, et mixer les deux pourrait être problématique. Il ne faut pas oublier non plus qu'il nous reste un dernier élément, c'est que ça reste un règlement européen, donc il va être transcrit tel quel dans le code de santé publique français, ça c'est très clair, mais on a le droit de faire des ajouts. On l'a fait par exemple j'ai tendance à prendre cet exemple pour le RGPD, où on a venu rajouter des données génétiques comme étant des données sensibles de santé, ce qui n'est pas le cas du RGPD. Et donc on a tout à fait la possibilité de venir remoduler légèrement des composantes particulières autour de cette PCVRR. Je pense qu'il serait quand même malgré tout... Alors, il y a deux questions qui vont se poser. Vous êtes une entreprise où vous n'êtes que deux dedans. Est-ce que le dirigeant peut être cette PCVRR? Ça reste compliqué parce que véritablement, en termes d'indépendance, si demain il y avait un problème, est-ce que ce n'est pas votre casquette de dirigeant qui va agir plus que votre casquette de PCVRR? Voilà. C'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment être en mesure de pouvoir démontrer une prise de position. Moi, je pense que ce serait plus judicieux d'externaliser dans ce cadre-là la fonction, si vous êtes une toute petite entreprise, de manière pertinente et dimensionner cette fonction de PCVRR pour vraiment démontrer qu'on a quelqu'un d'indépendant qui s'intéresse à ces problématiques de safety, de qualité et de regulatory. Merci. Nous avons beaucoup de questions. C'est vrai, vous n'aurez pas le temps de tout y répondre en live. Juste une dernière avant de laisser la main à Marie. Sur les statuts importateurs, fabricants, importateurs, mandataires, est-ce qu'une entreprise peut avoir plusieurs statuts? Et j'ai une question par rapport aux fabricants. Quand on vous l'avait dit, hein, quand une entreprise vend sous sa propre marque, ça lui confère le statut de fabricant. Est-ce qu'à ce titre, si elle importe les produits et qu'elle met sa marque sur le produit, les deux étiquetages importateurs, enfin fabricant hors UE par exemple, et celui qui met sous sa propre marque le produit doit labelliser le produit avec les deux adresses? Ok, c'est très clair. Alors la réponse à la première question est oui, on peut cumuler les emplois, donc on peut cumuler tout à fait les statuts. On peut être importateur et distributeur, on peut être mandataire importateur-distributeur, on peut être fabricant-distributeur. En fonction des contextes, c'est totalement possible de cumuler ces éléments-là.
La deuxième question qui se pose, c'est un statut d'un fabricant à l'étranger. Ce qui est important ici, c'est de, je ne l'ai peut-être pas assez reprécisé, on parle d'entités juridiques légalement enregistrées sur le territoire de l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'un importateur, c'est une entité qui est située au sein de l'Union européenne, qui introduit les dispositifs au sein de l'Union européenne. Donc, le fabricant étranger ne va pas être en même temps son importateur. Et du coup, ça répond un tout petit peu à la question. De même que le mandataire, je peux pas avoir, mon mandataire doit être physiquement situé au sein de l'Union européenne. Ça peut être une entité, une personne physique ou morale, mais il doit être enregistré au sein de l'Union européenne. Donc, je ne peux pas avoir un mandataire qui est positionné en Amérique du Sud, par exemple, pour un fabricant américain, et considérer que c'est mon mandataire. Ça ne marchera pas comme ça. D'accord. Merci. Voilà, c'est un sujet passionnant. Je crois que voilà, on aurait besoin de plus de temps qui nous est accordé aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette première mise en bouche, plus qu'une mise en bouche quand même. Je vous invite à poursuivre votre présentation. On est parti alors. Ok. Vous voyez bien la partie chapitre 3? On voit très bien la partie. Ok. Merci. Mon idée ici, je vous en prie. Mon idée ici, pourquoi j'ai voulu l'orienter ainsi, en appelant ça recouvrement. On a commencé à voir qu'on avait des dispositions de système de management de la qualité qui étaient nouvelles. Voilà, on avait l'ISO historiquement, puis là on a des choses nouvelles. En fait, on sait aussi qu'on a des nouveautés, en tout cas on va avoir des éléments nouveaux à apporter dans le dossier technique. Ça fait peur à beaucoup de gens, je vais commencer à adresser notamment la partie investigation clinique, comme ça je débroussaille un tout petit peu le terrain. Et en fait, on s'est rendu compte au travers des premières procédures d'évaluation de la conformité qu'on a pu croiser que ce qui était demandé également, c'est qu'au travers de la procédure d'évaluation de conformité, on allait être en mesure de vous demander un certain nombre de procédures pour s'assurer que vous allez être en mesure de mettre à jour les éléments du dossier technique conformément à des procédures. Et donc c'est pour ça que je voulais faire l'aller-retour. C'est que finalement, l'élément fondamental, j'allais dire le mindset, excusez-moi cet anglicisme, derrière ça, c'est que le dossier technique n'est qu'une résultante des éléments de procédure que vous avez mis en œuvre. Si vous déroulez vos procédures de conception et développement, d'évaluation clinique conformément, alors vous aurez un dossier technique conforme. Et finalement, quand on va évaluer le dossier technique, on va être susceptible de vous demander des éléments de procédure pour s'assurer qu'on est capable de maintenir cette résultante. Là, j'ai repris tout simplement ce qui est attendu par l'annexe 2 de ce nouveau règlement avec un certain nombre de chapitres qui sont ceux qu'on retrouve dans les nouvelles sections du dossier, de la documentation technique telle que décrite dans le nouveau règlement, plus ce petit chapitre 7 qui vient de l'annexe 3, qui est tout ce qui va nous concerner la post-market surveillance. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller faire des petits parallèles entre ces éléments du dossier technique et les éléments de système qualité que vous allez devoir mettre en place. Du coup, c'est là où je réintroduis ma stratégie. Finalement, je l'avais mis là. Cette stratégie réglementaire, elle est fondamentale. On l'a vu, elle a fait partie des premières non-conformités qui sont ressorties, ça sur les feedbacks qu'on a eus. Cette stratégie, c'est un document par lequel vous allez, vous le voyez, je vous l'ai remis ici, les clauses de l'annexe 9, très clairement réexpliquées. Pourquoi déjà, par rapport à quelles obligations légales vous pensez, dans quel cadre légal vous pensez être en train d'intervenir? Est-ce que c'est bien le règlement? Est-ce qu'il y aurait plusieurs règlements qui pourraient se recouvrir? Est-ce que, par exemple, vous êtes un dispositif médical combiné à un médicament? Donc, on va prendre le temps de coucher les exigences légales pertinentes. On va réinstaurer la qualification de votre dispositif médical. Je suis bien un dispositif médical parce que je suis classifié de telle manière parce que je pense que. Si jamais je suis un dispositif médical pour lequel il existe déjà des dispositifs médicaux sur le marché, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est Legacy Product. Je vais commencer à adresser la manière dont je souhaite justement m'intéresser à l'équivalence, démontrer l'équivalence. Donc là, je suis en train de, attention, en termes de stratégie, je ne vous demande pas de documenter tout, mais je demande de me dire, finalement, je prépare mon plan de bataille, comment je souhaite adresser ces points-là. Et le dernier, ça va être le choix et le respect des procédures d'évaluation de conformité. Donc en fait, on voit qu'on est en train de se poser de manière théorique, et les Legacy Products sont finalement un cas particulier, mais c'est de se dire, demain j'introduis un nouveau dispositif médical sur le marché, complètement je dois déployer complètement le nouveau règlement, et bien dès le départ,
je prends le temps de coucher ma stratégie réglementaire. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'était un point souvent qui manquait. On arrivait sur des dispositifs médicaux qui étaient déjà des prototypes finalisés et là, on se disait, mince, comment je le mets sur le marché? Et bien là, en fait, pendant qu'on fait le développement, en théorie, on va commencer dès le départ à coucher notre stratégie réglementaire avec ces points-là. Alors, un élément qui va être intéressant, donc cette stratégie, c'est un enregistrement. Je dois le retrouver dans mon système de management de la qualité et il va être vérifié et audité. L'absence de stratégie réglementaire est une non-conformité. Comme ça, c'est dit. Ça fait partie des premières non-conformités qu'on a pu observer lors des retours d'organismes notifiés. Un élément qui est important, c'est pour tous ceux qui ont des legacy produits. Donc, ces produits déjà sur le marché selon la directive, vous allez devoir la faire, cette stratégie réglementaire. Mais en fait, cette stratégie réglementaire, ce n'est pas une mise sur le marché, c'est un maintien sur le marché. Et là, ce qu'on va en fait vouloir retrouver, c'est racontez-moi l'historique. D'ailleurs, on va en reparler un tout petit peu après dans la partie clinique. Pour les legacy products, l'idée, c'est racontez-moi l'histoire de votre produit. Comment il est arrivé sur le marché, avec quelle classification, etc. Quels ont été les tests potentiellement qui ont été réalisés dessus. Et donc, du coup, aujourd'hui, vu que vous avez la transition à faire vers le nouveau règlement, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place comme activité réglementaire pour le maintenir sur le marché? Ça, c'est très important. C'est du storytelling, ni plus ni moins. Les anglo-saxons l'appellent véritablement comme ça, mais c'est les feedbacks qu'on a eu. C'est fait du storytelling sur ce dispositif. On doit comprendre comment vous en êtes arrivé là et pourquoi vous allez chercher la transition. Donc, cette stratégie réglementaire, on doit la retrouver même si vous êtes sur du legacy product. Maintenant, je rentre sur les différentes sections du dossier technique. Je vais m'intéresser sur certains points particuliers. À nouveau, je ne vais pas reprendre à chaque fois tout ce qu'on a dans un dossier technique, sinon là, on peut y passer largement une journée ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est les points du dossier technique qui doivent être corrélés à des procédures. Là, on voit qu'on a la partie UDI. Alors, l'ISO 13485 introduisait déjà l'exigence d'avoir un UDI. En vérité, on ne savait pas trop comment faire. Là, maintenant, on nous a donné des billes sur cette UDI. J'utilise ici une communication qui a été publiée par le GMED que je trouvais extrêmement bien faite, juste pour réintroduire le fait qu'on a dans cette UDI deux parties, l'UDI DI qui concerne vraiment l'identification du dispositif ou la classe en général et le fabricant, et de l'autre côté vraiment les éléments, là je suis sur la partie tout à droite, associés à la production. Finalement, à aujourd'hui, la base UDI, elle n'est pas encore complètement finalisée, on ne peut pas tout sortir. Donc, qu'est-ce qu'on doit retrouver et qu'est-ce qu'on doit documenter dans le système qualité? On doit être en mesure de sortir un UDI de base. Cet UDI de base, on a déjà 4 organismes qui peuvent le délivrer. Il y en a certains qui utilisaient, je ne fais aucune publicité, mais il y en a qui les utilisaient déjà pour sortir les codes EAN, par exemple. Donc, on peut très bien aller les chercher. Mais jusqu'à présent, on ne se posait pas la question, est-ce que je dois avoir une procédure pour expliquer comment j'obtiens mon UDI et comment je le maintiens? Non. Et bien aujourd'hui, oui. Vous devez avoir une procédure pour ça. Et j'en parlais même tout à l'heure, je vous disais, attention, on va avoir des éléments qu'on doit publier dans EUDAMED. Eh bien oui, vous allez devoir demain enregistrer vos dispositifs, en vérité vos UDI dans EUDAMED. C'est ce qu'on voit dans la partie en dessous, basse. Et là, il va également falloir procédurer au sein de votre système qualité la manière dont vous souhaitez utiliser cet UDI. Donc à la fois le publier sur EUDAMED, à la fois l'introduire dans cette première partie du dossier technique, et aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver ces UDI dans la déclaration de conformité, cette UDI de base en tout cas. Et donc à partir de là, c'est particulièrement pertinent d'en prendre conscience puisqu'on le retrouve certes dans le dossier technique, mais en fait la manière de le générer et de le mettre à jour et de le maintenir vont devoir se retrouver dans votre système de management de la qualité. Idem, si on ne l'a pas, on va aller sur une non-conformité. Donc c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Et c'est aussi quelque chose sur lequel je sais qu'on n'aime pas toujours ça, mais en tout cas, par exemple, moi, en termes de qualiticien, je ne suis pas très fan d'inventer des process qui n'existent pas encore. Mais là, c'est ce qu'on va vous demander. On va demander de raconter une histoire. Et quand EUDAMED va exister, comment je vais publier tout ça? Voilà. Peut-être ce devrait être mis à jour quand ces fonctionnalités existeront vraiment dans EUDAMED, mais en tout cas, si dans l'intervalle vous vous faites auditer, il faudra que vous ayez ces dispositions qualité. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. Un deuxième élément qui est intéressant ici, c'est les informations qui doivent être fournies par le fabricant. Donc dedans, on va notamment retrouver la notice d'utilisation, l'étiquetage. Je vais juste prendre le temps de me focaliser sur la notice d'utilisation. Cette notice d'utilisation, vous savez qu'on a réintroduit quelque chose. Alors, on commençait à l'avoir avec le MEDEV, mais ce n'était pas toujours très clair, c'est de se dire,
s'il nous reste que des risques résiduels qu'on considère comme acceptables, mais qui malgré tout ont un niveau qui reste significatif. Pardon. Donc j'ai des risques, je reconnecte ça, excusez-moi. Je fais de la gestion des risques produits, je gère mes risques produits et à la fin, je suis très content, tous mes risques sont acceptés. Je considère le niveau de risque résiduel comme acceptable. Mais pour autant, certains peuvent rester côté significatif. Parfois, vous savez, quand on fait une grille avec du rouge, orange, vert, on reste avec du orange. Là, la problématique qu'on va avoir, c'est que si certains risques restent significatifs, il va falloir les introduire dans la notice d'utilisation. Il va falloir informer l'utilisateur de ces risques, lui dire, il y a ces risques-là, même s'ils ont été gérés, attention, ces risques-là existent. Et donc là, en termes de système de management de la qualité, je parle à proprement parler, on va véritablement avoir besoin de retrouver une connexion explicite entre la gestion des risques, on verra un petit peu après la partie évaluation du rapport bénéfice-risque, plus en rapport avec l'évaluation clinique, mais aussi avec cette partie mise à jour et création des notices, donc des informations fournies avec le dispositif par le fabricant. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que dans vos procédures, on doit retrouver ces éléments-là. Et potentiellement, pendant la revue du dossier technique, on peut vous demander ces procédures pour s'assurer que ces éléments existent. Que finalement, demain, si l'analyse de risque est mise à jour, potentiellement, la notice sera mise à jour aussi. Ça, c'est un élément important. Pour la partie analyse du bénéfice-risque, alors là, on pourrait, et j'adorerais vous en parler pendant des heures et des heures, ce qu'on va véritablement faire, les éléments d'attention, c'est de se dire, premièrement, on parle bien de gestion des risques, je vous ai dit qu'on parlait d'état de l'art, donc faites attention, on parle d'ISO 14971 dans sa version 2019. Et il va falloir que le processus de gestion des risques que vous ayez mis en place soit conforme à la version 2019, qu'il introduise cette notion d'évaluation du bénéfice-risque, pas que d'une manière globale, mais aussi pour chaque risque individuel. Ce sont les parties 7.3, 7.4 de la nouvelle version de cette 14971. Donc soyez vigilants, là aussi, mise à jour de la procédure pour intégrer ces nouveautés-là. Et vous voyez d'ailleurs que comme on vient avoir un impact direct sur le balance bénéfice-risque, ça va, comme je vous l'ai dit, se connecter avec la notice d'utilisation et se connecter de l'autre côté avec l'évaluation clinique. Donc très très important de bien redynamiser le processus de gestion des risques autour de cette nouvelle version de la 14971. Là, on arrive sur quelque chose d'extrêmement central qui fait l'objet de finalement beaucoup d'interrogations, c'est la partie vérification-validation du produit. Alors, il y a déjà deux éléments que je voudrais orienter. Le premier qui est intéressant, c'est de voir comment on a appelé ça. On a appelé ça vérification et validation. Ça peut sembler anodin, mais c'est une terminologie américaine au départ, la VNV, Verification and Validation. Et c'est intéressant, c'est qu'on est gentiment en train d'uniformiser certains standards de présentation et d'appellation pour faire en sorte que les dossiers, grâce à des guidelines plus internationales qui sont celles des IMDRF que j'ai commencé à introduire tout à l'heure, on essaie de créer une harmonisation internationale, pas qu'européenne, mais internationale. Et ça, c'est vraiment intéressant, puisque je suis quasiment sûr qu'à un moment, on va finir par me poser la question, et notre ISO 13485, la reconnaissance par la FDA. J'y répondrai tout à l'heure. Mais voilà, on est en train d'essayer d'aller vers cette harmonisation internationale et de se dire que ce que je mets en place en Europe, ça pourrait me servir aux États-Unis, au Brésil, au Canada, au Japon, de manière un petit peu plus facile. Maintenant, si je reviens dessus, les éléments de vérification, ils ont toujours existé. Vérification préclinique, principalement, que ce soit de la performance, de la safety, ça c'était souvent bien documenté, procéduré et on le gérait bien. Maintenant, il y a la problématique de la validation clinique. Donc que ça passe par, je vais vérifier ce que j'ai juste après, voilà, que ça passe principalement par l'évaluation, donc ça va se matérialiser par le processus d'évaluation clinique qui va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Ce qui nous est demandé, c'est de confirmer la conformité aux exigences générales au GSPR de safety et de performance, d'évaluer les effets indésirables et le rapport bénéfice-risque. Là, je dois prendre juste un instant parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement fondamental. La manière dont vous allez conduire votre évaluation clinique va changer et la manière dont votre procédure va être faite doit changer aussi. Que vous soyez basé sur l'investigation clinique ou sur les équivalences. On pourrait parler très longuement de ce sujet, mais là, ce qui va m'intéresser, c'est de vous donner les clés pour avoir une procédure conforme. Ce qui nous intéresse ici, c'est de vous assurer qu'au tout départ, vous allez démontrer que vous êtes conforme aux exigences générales de sécurité et de performance. Donc, ça veut dire
ma procédure doit prévoir que je reliste les GSPR qui sont pertinentes, donc celles de l'annexe 1, et que je vais aller vérifier que ces GSPR ont été validés au travers de mon évaluation clinique. Deuxième point, c'est je vais devoir m'assurer d'adresser les effets indésirables pendant l'évaluation clinique. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau puisque le règlement publie des guidelines sur les événements indésirables pendant les investigations cliniques. Donc ça, c'est important aussi. Le deuxième point, c'est le rapport bénéfice-risque. J'ai commencé à parler de risques et j'ai commencé à parler de bénéfices tout à l'heure en vous disant, attention, chaque risque va devoir être pondéré au regard d'un bénéfice pour son acceptabilité. Mais en fait, l'élément extrêmement central ici, c'est quoi? On avait tendance à travailler sur de l'intended use, c'est-à-dire, moi, mon dispositif médical, sa finalité médicale, c'est ça. Très bien, mais aujourd'hui, on va voir qu'on a un changement sémantique. On passe d'intended use à intended purpose. Je suis désolé de prendre une sémantique anglaise, mais c'est parce que principalement les guides MDCG qui sont connectés à ça sont en anglais. Associé à cette intended purpose, on va retrouver des éléments qui nous semblent très américains. Qui sont les utilisateurs? Qui sont les patients? Quel est le contexte d'utilisation? Est-ce qu'il existe des procédures particulières, un cadre opératoire par exemple ou médical pour le mettre en œuvre? Mais surtout, quels sont les bénéfices quels sont les bénéfices patients associés à cette intended purpose? Et ça va être extrêmement important. Finalement, quand vous mettez en place une investigation clinique associée à vouloir démontrer l'efficacité de votre dispositif médical, vous prenez le temps de réfléchir. Vous vous dites quels sont mes critères principaux de jugement médicaux, quels sont mes critères de jugement secondaires. Je souhaite une diminution de telle ou telle chose, je souhaite une amélioration de telle ou telle chose, une augmentation, etc. Finalement là, ce qu'on va s'attendre à retrouver, c'est exactement la même chose. Pourquoi c'est disruptif? Parce que beaucoup n'ont pas forcément d'investigation clinique, ont une évaluation clinique basée sur l'équivalence. Et souvent dans les articles, on essaye de démontrer que les articles sont contributifs directement de l'intended use final. Et là, en fait, on va devoir essayer de démontrer que nos articles que l'on conserve, sont contributifs de bénéfices cliniques pour le patient. Voilà. Et donc, s'ils sont contributifs de bénéfices cliniques, ils sont contributifs à la fin de l'intended purpose. C'est quelque chose de très nouveau. Ça veut dire qu'il faut penser à revoir sa manière de conduire l'évaluation clinique et à partir de là, une fois qu'on a ce process mis à jour, modifier également ces procédures. Les procédures d'évaluation clinique ont souvent été demandées lors de l'évaluation de la documentation technique pour s'assurer que ces éléments-là étaient pris en compte. Voilà. Donc c'est extrêmement important parce qu'on va se retrouver avec véritablement une énorme modification, non seulement sur le livrable, qui est la conséquence de la mise en œuvre d'un processus, donc qui est votre évaluation clinique, mais aussi sur le process en lui-même. Ça, c'était juste pour vous rappeler, ça ne vient pas de moi, comme vous pouvez le voir en bas, ça vient du BSI, mais on peut diffuser cette présentation. Et l'idée, c'était de bien comprendre l'encastrement dont je vous parlais tout à l'heure, entre le plan d'évaluation clinique qu'on a véritablement tout en haut, et je ne vous ai pas menti si vous prendrez le temps de le revoir un petit peu après, parce que la montre tourne, mais dedans, on retrouve les bénéfices cliniques, véritablement écrits tels quels. C'est le point numéro 5, Intended Clinical Benefits to Patient. Et ça, c'est très important, parce que c'est vraiment un point de nouveauté. Ce plan d'évaluation, ce plan de développement clinique aussi, il va falloir le prévoir au sein de votre documentation qualité, c'est-à-dire prévoir que si vous êtes en train de développer un dispositif médical en partant de zéro, vous allez devoir créer un plan de développement clinique en vous posant ces questions. Dois-je conduire des études first in man, faisabilité, pilote, pivot, derrière des études plus larges? Il va falloir sortir ce plan. Et puis le plan d'investigation, on va en reparler juste après parce que ça, c'est encore un élément plus spécifique. Et donc là, vous voyez bien cet encastrement et votre documentation qualité doit être le reflet de cet encastrement et des éléments qu'on y retrouve. Les investigations cliniques. Là, finalement, la grande question, c'est si je suis sur du 2A implantable, du 2B, du 3, on me demande d'avoir une investigation clinique. Ça devient quasiment la règle systématique. Désolé, je ne vais pas prendre le temps de m'apesantir ici sur tous les legacy products et est-ce que dans tel ou tel cas, je dois conduire une investigation clinique? Est-ce que j'ai déjà collecté suffisamment de preuves? Là, j'ai une focale système de management de la qualité. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que le process d'investigation clinique, il va falloir commencer à le mettre en place pour deux raisons. C'est que finalement, on vous demande soit en pré-market de collecter des informations,
soit en post-market, la plupart du temps, on va vous demander, je vais le redétailler juste après, d'avoir une collecte proactive d'informations. Et donc, il y a de fortes chances que vous mettiez en place soit des études observationnelles post-market, soit des registres, soit peut-être un ou deux autres éléments. Mais ça risque d'arriver pour vous. Donc là où avant, on n'avait pas forcément de procédure sur l'investigation clinique, on va en avoir maintenant. On va en avoir. Mais ce n'est pas si grave que ça, parce que ce qui est demandé par le nouveau règlement et les éléments de base qui sont portés dans l'annexe du nouveau règlement, c'est annexe 14. Finalement, c'est bien annexe 14. J'ai eu un doute entre le 14 et le 15, corrigez-moi si je me trompe. Je vous rappelle l'historique. On commence à sortir un draft avancé de règlement en 2013. En 2015, on a un draft finalisé, mais on met du temps à le signer, à le valider avant de le sortir. Et finalement, qu'est-ce qu'on avait comme état de l'art à l'époque? On avait la 14155 en version 2011, donc qui sont les bonnes pratiques d'investissement, pour les bonnes pratiques cliniques finalement, pour la partie dispositifs médicaux. Puis on avait déjà des guides MEDEV qui traitaient autour de ces investigations cliniques et des éléments de report d'effets indésirables par exemple. Et donc finalement, on est peut-être allé un petit peu plus loin, mais en fait on est surtout venu donner de la cohérence autour de tout ça. Donc, il ne faut pas non plus avoir une énorme crainte dans « mince, il va falloir que je crée un process qui a l'air extrêmement compliqué et je ne sais pas d'où on doit partir », parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur cette 14155 et ces différents guides MEDEV pour sortir une procédure d'investigation clinique qui soit pertinente pour vous dans votre système de management de la qualité. Il y a un ou deux points sur lesquels je me devais de vous introduire des éléments fondamentaux autour de ces investigations cliniques parce que je pense que ça passe parfois un peu à l'as. Le premier, c'est qu'on a réintroduit dans l'article 2, où il y a toutes les définitions, la définition de sponsor. Et finalement, un élément qui est fondamental, c'est que le sponsor, c'est la personne qui est responsable de l'initiation, du management, de la mise en œuvre et du financement de l'étude. Et là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on est mieux dire, c'est très bien, ce sponsor, terminologie anglaise, ce promoteur, terminologie française, pour pouvoir initier son étude, va devoir répondre aux exigences de la directive, du nouveau règlement, et notamment celle de disposer de la documentation technique avant la mise en œuvre. On demande au sponsor, au promoteur, de valider un certain nombre d'éléments, donc d'avoir mis en place un système de management de la qualité, de disposer d'un certain nombre de preuves au niveau de la documentation pour pouvoir lancer cette étude. Et là, la grande difficulté, c'est que parfois, on avait tendance à faire des partenariats publics-privés, où le sponsor se retrouvait être un partenaire académique. Et là, on vient dire, attention, ce promoteur demain, il va falloir qu'il ait un système de management de la qualité. Donc, je critique aucunement, mais ça veut dire que quel que soit l'hôpital, il faudra, et le service, considérer qu'il ait des procédures qualité pour pouvoir gérer ces éléments-là, et en plus qu'il ait accès à un certain nombre de documentation technique produit pour s'assurer qu'effectivement le produit était vraiment safe avant de passer chez l'homme. Voilà. Donc ça, c'est très important. On avait déjà souvent, si on passait par des partenaires institutionnels, des procédures pour déposer l'étude, que ce soit auprès du CPP ou de la NSM, mais pas forcément pour l'ensemble des dispositions de la 14155. Et là, il va falloir y aller. Deuxième élément intéressant, c'est que si jamais, et ça recoupera peut-être une question qui m'a été posée tout à l'heure sur des fabricants étrangers, etc. J'ai un fabricant américain, moi je suis son représentant, enfin un distributeur en Europe, et du coup il sait qu'avec le nouveau règlement, il va devoir conduire une investigation clinique, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'il collecte de la data. Et bien comme il est en dehors de l'Union européenne, il va devoir nommer un mandataire pour cette investigation clinique. Ce n'est pas forcément le même mandataire que la commercialisation. Là, on est sur des produits qui sont toujours des produits pour investigation clinique, mais il va falloir un mandataire. Donc attention, ça, ce sont aussi des nouveautés sur lesquelles il va falloir faire très attention. L'élément central, c'est vraiment autour des nouvelles exigences qu'on fait porter sur le promoteur, parce que finalement, c'est une grosse problématique, le promoteur de mettre en place un système qualité, et ça veut dire que ça va être peut-être plus compliqué qu'avant d'avoir des promoteurs académiques. Pour les effets indésirables, je vous ai réintroduit des slides, je vous laisserai les lire de manière plus complète par vous-même, mais l'idée centrale ici, c'était de se dire qu'on vient restandardiser un processus de remontée d'événements indésirables si jamais ils surviennent pendant une investigation clinique. Donc ça, c'est bien parce qu'on repose les définitions, on repose les délais et le comment faire,
Et surtout, pour ceux qui seraient déjà en cours d'investigation clinique, on vient introduire une notion intéressante qui est celle de se dire, à partir du 26 mai 2021, la notification de ces événements indésirables va devoir se faire conformément au nouveau règlement. Donc même si votre étude est en cours, à partir du 26 mai 2021, si vous avez un événement indésirable, un effet indésirable, je vais plutôt dire ça pour vraiment garder la sémantique, l'effet indésirable, vous devrez le remonter conformément au nouveau règlement. Pour ceux qui se posent juste une question, j'ai initié des investigations cliniques selon la directive, là en ce moment en cours, et elles vont continuer alors que le nouveau règlement va rentrer en vigueur. Vous avez le droit de les continuer en l'état. Elles n'ont pas à être redéposées, elles n'ont pas à être réévaluées de la nouvelle manière. Par contre, vous allez me dire, oui, mais du coup, vous nous avez dit, il faut qu'on mette en place des procédures pour gérer ces investigations cliniques. Donc, je vais peut-être revoir mes procédures. On ne vous demande pas de manière obligatoire de faire du rétropédalage. On ne vous dit pas, votre étude qui est en cours, attention, on stoppe là, et la suite, on la revoit en fonction de vos nouvelles procédures. Non. L'idée derrière, c'est plutôt de dire, comme on vous incite à mettre en place une procédure pour l'investigation clinique, peut-être qu'elle peut vous servir pour la conduite de l'étude que vous avez déjà lancée. Mais ça dépendra d'où vous en êtes. Si vous êtes très très tôt dans l'étude et que vous êtes seulement en train d'initier, peut-être qu'effectivement vos procédures, en réintégrant le monitoring, etc., vous allez pouvoir les utiliser. Si vous êtes peut-être très avancé, ça ne servira à rien d'utiliser une procédure qui viendrait se rajouter après. Donc vous avez de la flexibilité autour de ça, une étude déjà lancée pouvant se poursuivre, mais par contre, vous devrez intégrer la notion de déclaration des effets indésirables. J'espère avoir donné un peu tous les cas de figure autour de ces legacy products dans cette transition, en tout cas sur les investigations cliniques. Un dernier point qui est extrêmement important, on en a entendu beaucoup parler, évidemment, c'est tout ce qui est documentation qui relève de la post-market surveillance. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois que le produit est sur le marché? Du coup, j'ai fait un teasing pour introduire mon dernier chapitre. Est-ce que vous voulez qu'on prenne le temps de répondre à quelques questions maintenant, peut-être? S'il y en a, ça permettra de ne pas les garder pour plus tard. Oui, beaucoup de questions, comme toujours. Vous suscitez beaucoup d'intérêt. Ce qui est pas mal en plus, c'est que vous en anticipez des questions. Donc, on va prendre quelques minutes pour vous permettre de poursuivre après, mais c'est important quand même, ces quelques minutes de questions. Alors, eh bien, la dernière, c'est si le fabricant est en Europe, par exemple, et fait une étude hors Europe, que le sponsor est hors Europe, est-ce qu'il faut aussi lui donner la documentation technique? Alors, attendez, excusez-moi, redites-moi, j'ai juste un élément. Si le fabricant est en Europe, je pense que ça c'est en lien avec l'étude clinique, est en Europe. Il fait une étude clinique hors Europe et que le sponsor est hors Europe. Alors, sponsor, je ne comprends pas bien. C'est peut-être celui qui chapeaute l'étude clinique, je ne sais pas. Faut-il aussi lui donner la documentation technique? Alors, là, on est véritablement sur un point qui est intéressant, sur lesquels, en toute transparence, on n'a pas encore eu énormément de benchmarks, parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup de positionnement. Donc là, on est véritablement dans le cadre, je suis un laboratoire français, enfin un fabricant français, puis en fait, je suis en train de conduire une investigation aux US, par exemple, et c'est un centre académique aux US qui porte cette investigation. Donc, il est sponsor là-bas, et je voudrais réutiliser ces données cliniques pour les ramener en Europe. Là, il y a une vraie question. À mon sens, ce qui va prévaloir ici, c'est le droit du pays dans lequel vous allez dérouler l'investigation clinique, puisque l'investigation clinique ne se déroule pas dans l'Union européenne. Là, on a des règles qui sont principalement issues de la Convention de, de la Convention de 1979 d'Helsinki pour les expérimentations sur l'homme. Donc en fait, pour répondre à votre question de manière pragmatique, pour moi, la réponse est non. Vous n'avez pas la documentation technique à lui fournir. Par contre, je vais introduire un élément d'attention. Ça veut dire que je suis fabricant français et je conduis une étude aux États-Unis. Donc j'ai envie en fait que les données de cette étude puissent me servir à la fois aux États-Unis et à la fois en Europe. Il faudra que vous fassiez attention à cette nouvelle définition qui n'est plus l'intended use mais l'intended purpose. Dans cette intended purpose, ça veut dire que vous pourriez rapatrier les résultats de l'investigation clinique qui aurait été menée aux États-Unis par exemple, mais il faudra s'assurer que c'est le même type de praticien, dans les mêmes conditions, sur le même type de patient, avec le même type de procédure aussi. Voilà. Donc là, je réinsiste juste là-dessus parce que c'est tout à fait possible de lancer ce genre d'études à l'étranger, mais il faudra faire attention sur comment je rapatrie les données en Europe. Et à partir de là, ce sera la réglementation locale qui prévaudra. Si vous la lancez au Brésil,
ce sera le Brésil. Si c'est aux États-Unis, ce sera les États-Unis. Mais on peut quand même rapatrier ces datas. Très bien. Merci, Émeric. Sur le sujet du sponsor, en complément, est-ce qu'il est nécessaire que le sponsor soit certifié ISO pour le système de management de la qualité ou seulement un système de management de qualité est-il nécessaire pour la gestion d'un essai clinique? Alors, c'est vraiment une excellente question et c'est un sujet qui intéresse beaucoup en ce moment. Je prends un exemple sur lequel Atlampol s'est positionné et d'autres pôles de compétitivité qui ont été de faire le relais d'appel à projet, par exemple, de la BPI sur la mise en place d'investigations cliniques. Et on voyait que, par exemple, certains financeurs, donc même au niveau européen, plus derrière aussi connectés à H2020, demandent à ce que les promoteurs, les sponsors aient des systèmes de management de la qualité en place. Donc, par quelle matérialisation ça doit aller? C'est pas facile. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir un système 13485. Mais il va falloir avoir un système de management de la qualité malgré tout. L'avantage du 13480, de la certification 13485, c'est que au lieu d'avoir à conduire beaucoup d'audits ou d'essayer de justifier par A plus B qu'on est conforme, on a un certificat et ça règle le problème. Par contre, la difficulté qu'on peut avoir, c'est que quand on cherche à faire certifier des opérateurs académiques, parfois on a du mal à bien segmenter et on a du mal à obtenir une certification. Mais la réponse est non, ce n'est pas obligatoire. On peut, comme aujourd'hui d'ailleurs, pour le nouveau règlement, pas forcément être certifié 13485, mais juste avoir une certification du système de management de la qualité selon le règlement. C'est possible aussi. Merci, Émeric. J'espère avoir répondu à la question. Je le pense. J'ai une toute dernière question. Après, vraiment, je vous laisse parce qu'on c'est vrai qu'on a accordé un délai supplémentaire, mais elle me semble très importante comme toutes les questions. Mais voilà, dans le cas d'un produit mis sur le marché depuis plus de 30 ans, il n'y a pas de dossier de conception ni de vérification ou validation de la conception. Comment justifier ça dans un dossier technique? Ça mériterait qu'on se reparle en dehors. Vous ne serez pas tout seul dans ce cas-là, mais parce qu'en fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais on a commencé dans certaines normes, je vous ai dit, à introduire les legacy products. Donc ces produits déjà sur le marché en se disant on va pouvoir les utiliser. Par contre, je préfère être entièrement transparent. L'argument de dire j'ai toujours été sur le marché n'est pas valable. Normalement, ce qui vous est demandé, c'est d'avoir une documentation technique qui soit le reflet de ce que vous commercialisez. Ce ne sera pas un secret. Si vous reprenez les décisions de police sanitaire et des injonctions qui ont été délivrées par l'ANSM au cours des 3 dernières années, vous verrez qu'un certain nombre de celles-ci couvrent le fait que des produits n'ont pas de dossier technique ou qu'ils ne sont pas à jour et pas représentatifs des produits qui sont réellement mis sur le marché. Donc, on va pouvoir essayer de faire des dossiers plus petits, basés sur effectivement le fait que vous êtes des legacy products qui existaient, mais le fait de dire parce que j'ai toujours existé, j'ai pas besoin du tout de documentation technique, malheureusement non. Il y aura un entre les deux à aller chercher, et là il va falloir être très vigilant. Si vous changez de classe, il va falloir qu'à partir du 26 mai, vous montiez de cran potentiellement, et là vous allez très certainement ça va être plus compliqué parce que ça va être à l'organisme notifié finalement d'évaluer votre dossier technique et s'il n'a rien dedans, il ne vous délivrera pas le marquage chez eux, il faut être très honnête, s'il n'y a rien du tout. Si vous êtes des classes 1 qui restaient un peu entre guillemets sous les radars des organismes notifiés, il faudra rester vigilant parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une inspection. Et là, c'est là où on se retrouve avec des décisions de police sanitaire et ça peut nécessiter d'un coup d'énormes mises la mise en œuvre d'énormément de ressources pour pouvoir maintenir les produits sur le marché. Donc, il faut s'y intéresser rapidement à ce genre de cas, si je peux me permettre un avis personnel. Merci beaucoup. Ça a le mérite d'être très clair. Je vous laisse la main pour aller au bout de votre présentation et merci encore pour ces éclaircissements. Je vous en prie. On arrive quasiment au bout, pour ceux qui ont des timings un peu serrés, on arrive presque au bout, le chapitre 4 est plus petit. C'était juste pour rappeler des éléments importants, toujours parce qu'on est en train de parler de système de qualité et de conception de certains process, c'est la surveillance post-market.
Et cette surveillance post-market, on a toujours voulu avoir une surveillance soit proactive, soit réactive, avec cette idée de finalement réactive, je ne génère pas de données par moi-même. C'est des données qui m'arrivent, je ne fais pas l'effort de les collecter quelque part, au sens où un cas de vigilance, même si vous avez donné vos adresses, tout ce que vous voulez, ça vous est remonté par un praticien, par un utilisateur, par un patient, ce que vous voulez. Les réclamations qualité produit aussi, par exemple. Si vous allez dans la littérature, que vous tapez sur PubMed quelque chose qui correspond à vos indications déjà en cours, on sait très bien que votre produit, à partir de là, ce n'est pas vous qui êtes en train de publier ces informations, c'est quelqu'un d'autre qui les a publiées, et vous faites un travail de collecte d'informations qui existe déjà. Donc ça, c'est un PMS réactif. Et ce qu'on a de l'autre côté, c'est un PMS proactif, avec deux éléments, on va dire principaux. Il y a la partie PMCF, qui va pouvoir concerner trois éléments. La première, c'est vraiment mettre en place une étude, une investigation clinique. Alors, il peut y avoir beaucoup de cadres pour instaurer ce PMCF. Je ne vais pas tous les redétailler ici parce qu'ils sont bien décrits dans le nouveau règlement, mais vous pourriez vérifier des informations de sécurité et de performance, vouloir aller étendre des indications, confirmer la prévalence de certains risques ou effets indésirables. Voilà, on pourrait plein de choses comme ça. On peut aussi mettre en place un registre. On peut très bien aussi envisager d'aller faire une veille proactive de la littérature, mais pour aller faire des extensions d'indications, par exemple, ou aller chercher des informations nouvelles dont on ne disposait pas avant. D'accord? Donc on étend le périmètre par rapport à ce qu'on faisait en routine, si je peux dire. Et le dernier point, c'est les user surveys, qui est quelque chose qui est vraiment plus réintroduit ici dans le règlement, c'est de se dire à un moment, vous avez le droit d'aller demander à vos utilisateurs, pas commercialement, mais en termes de performance, en termes de usability, en termes de safety, qu'est-ce que eux pensent de votre dispositif. Alors pourquoi je dis ça et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on demandait, c'était de faire du PMS. Et globalement, on arrivait à naviguer un peu entre tout ça. Il n'y avait pas de règles vraiment empiriques. Là, il a été écrit très clairement dans votre plan PMS, vous devez identifier au moins une méthode proactive pour collecter des données. Donc, ce qui veut dire que vous allez devoir faire du PMCF ou de la user survey systématiquement. Ça, c'est extrêmement important. Attention, on a eu des non-conformités là-dessus aussi. Ce qui veut dire que si avant vous aviez un processus PMS bien rodé, je collecte toutes ces informations, je fais ma veille de littérature annuellement, je regarde mes vigilances, je regarde mes produits quality complaint et un certain nombre d'autres informations, et puis je vois si j'ai une modification de la balance bénéfice-risque. Ça ne suffira plus. Il faudra que vous ayez systématiquement une source où vous avez fait l'effort volontaire d'aller solliciter de la création de données. En fait, c'est ça l'idée. Et donc ça, il faut être vraiment vigilant là-dessus. Juste un schéma ici, qui est un schéma certes un peu complet. Mon idée, ce n'était pas forcément de vous le décrire intégralement, parce que vous y aurez accès. Et finalement, c'est matérialiser de manière visuelle le nouveau règlement. Et vous voyez que s'il y a des flèches, ça veut dire qu'on prend des données sources sur certains processus, on les amène vers notre processus PMS, par le biais duquel on va les traiter, et après, ça va nous donner des données de sortie qui vont aller vers d'autres process. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de vous dire que ces connexions, il va falloir qu'elles apparaissent dans votre système qualité. Il va falloir qu'à un moment, on soit capable de les matérialiser. Oui, je fais du PMS, et ce PMS, ça me permet de mettre à jour mon évaluation clinique, mettre à jour ma gestion des risques, ouvrir des nouvelles CAPA, des change control, aller rédiger un MSUR. Ça va être tous ces éléments-là. Et à l'inverse, il va falloir que je sois capable d'aller me connecter en amont pour dire, bah oui, je vais chercher l'historique du marché, oui, je vais chercher des retours d'utilisateurs, oui, je vais chercher des vigilances pour faire tourner mon PMS. Et là, c'est ce qu'on appelle des interfaces, ni plus ni moins, et c'est souvent là où on a vu des faiblesses aussi. J'ai commencé à l'énoncer tout à l'heure, pareil, gestion des risques et notice. Mais ces liens, il va falloir que vous preniez le temps de les faire. Cartographier un peu comme je vous présente ici est très important pour tous ces nouveaux processus, parce que ça permet de s'assurer qu'on va bien faire le lien et on va s'assurer qu'en fait, tous les éléments que vous retrouvez ici, par exemple, notamment pour ceux qui sont en bleu tout à droite, ce sont des éléments qu'on retrouve dans le dossier technique. Et finalement, la question centrale autour de ça, c'est comment je mets à jour ces livrables qui sont des éléments du dossier technique. Il y a des mises à jour opportunistes, parce que je peux très bien avoir des incidents que je n'avais pas prévus, ça vient modifier un certain nombre d'éléments, mais j'ai une mise à jour périodique au travers de certains process de revue.
type celui-là en PMS. Et ces éléments de mise à jour, on va devoir les retrouver. Ce sont des questions qui sont posées par les OM. Donc ça, c'est vraiment du feedback que je vous donne sur du benchmark. Et ça, c'est important parce que non seulement ça veut dire que dans le rapport, il va falloir qu'on ait cette matérialisation-là, mais le process va devoir être le reflet. Et donc, on va aller interroger le process. On va interroger le process d'éval clinique, le process de gestion des risques, le process de PMS pour s'assurer que ces mises à jour, non seulement opportunistes, mais aussi régulières, existent et ont été prévues et vont pouvoir derrière être planifiées. Dernière petite focale quasiment, je pense, sur ce plan PMS. Je vous ai dit tout à l'heure, vraiment grosse nouveauté, on fait des plans et on les déploie. Jusqu'à présent, le plan PMS, ça revenait principalement à se poser la question de quand est-ce qu'on va le faire, puis quelles données on va aller collecter. Là, on va un petit peu plus loin. En fait, on a une approche presque indicateur. Indicateur, c'est de se dire sur quelles données je vais m'appuyer. Et ces données, de quelle source elles proviennent. Donc, quels sont les processus? C'est ce que je vous ai montré juste avant. Par quel biais je les collecte? Donc, ces informations, je les collecte par le biais des vigilances qui, chez moi, sont traitées par la procédure Intel. Je suis en train de véritablement m'assurer que je suis en mesure de collecter des données et d'avoir un process pour les collecter et me les faire sortir. Mais ce qui va m'intéresser aussi, c'est de se dire, ces données-là, il faut que j'en fasse quelque chose. Pour en faire quelque chose, il faut que je les traite. C'est-à-dire que potentiellement, il faut que j'en sorte un indicateur spécifique. C'est bien d'avoir juste de savoir que j'ai eu 14 vigilances l'année dernière, mais ça m'intéresse peut-être pas. Il faut peut-être que je les identifie par typologie et que je les rapporte au nombre d'unités introduites sur le marché. Ça me permettrait peut-être de faire le lien avec mon analyse de risque, par exemple. Donc, en fait, j'ai un traitement à faire. Et ça, je vais devoir décrire les méthodes de traitement de mes data. Donc, en fait, je suis en train de, comme je le fais un peu pour mon tableau de bord des indicateurs, expliquer quel indicateur je souhaite avoir et comment je l'obtiens. Et si j'ai un indicateur, eh bien, je dois y mettre une valeur seuil. Alors, certes, sur les premiers PMS qu'on va tous faire, on va se dire, là, c'est un peu nouveau, je ne sais pas à quel niveau je mets le seuil. Mais peut-être qu'à l'issue du premier comité PMS que vous aurez, vous allez définir ces seuils. Et ça, c'est important. C'est de se dire, par exemple, je reprends toujours l'exemple de ces vigilances, par exemple, tant que je reste pour moins de 4 pour 1 million, pas d'inquiétude. Si je dépasse 4 pour 1 million, je passe en surveillance, ça veut dire que là, il faut que je fasse attention. Et si je dépasse 7 pour 1 million, là, attention, ça veut dire que j'ai potentiellement une remise en cause de mon ratio balance bénéfice-risque, en tout cas pour certains risques. Et donc, on voit que cette idée de seuil, elle est très intéressante parce qu'en fait, elle va permettre de véritablement venir piloter le rapport bénéfice-risque à la manière dont un tableau de bord des indicateurs, aujourd'hui, vous permet de piloter un système de management de la qualité. Et c'est véritablement sur ça qu'on souhaite orienter. C'est sur ça qu'on a eu, d'ailleurs, on a vu des non-conformités être émises parce qu'il manquait des valeurs seuil, parce qu'il manquait des méthodes pour obtenir ces fameux indicateurs. Donc attention, la grosse modification autour du plan, ce qui veut dire les trames que vous allez mettre en place pour vos PMS plans, vos formulaires, vos trames, templates, elles vont devoir être mises à jour, les procédures associées à ça doivent être mises à jour. Donc vous voyez que derrière, l'ensemble des pratiques vont entraîner une mise à jour du système documentaire finalement. Ah oui, c'est la toute dernière, puis après on va attaquer la conclusion. Juste pour vous réintroduire de manière très schématique, un peu comme je l'ai fait pour le PMS, que votre PMCF, il va pouvoir venir s'impacter sur un certain nombre d'éléments, notamment si vous faites des PMCF où on va chercher de l'investigation clinique, on va pouvoir venir le connecter avec l'évaluation clinique, et ça, il faudra qu'on voit ces connexions avec la gestion des risques, forcément avec la documentation technique, puisque derrière, ça va venir s'imbriquer dedans. Un élément qui va pouvoir être très intéressant, c'est de connecter le PMCF à la usability, puisqu'on fait une investigation clinique, autant demander aux gens qui utilisent le dispositif si en plus ils trouvent que l'ergonomie est bonne, donc on en profite pour le valider. Donc on va le prendre de manière un petit peu plus générale, et puis potentiellement connecter ça avec des CAPA et notamment des updates sur le design et le développement. D'une manière très schématique, vous voyez que ces liens cartographiques visuels, il faudra que ça se ressente derrière dans vos procédures, c'est extrêmement important. Une petite conclusion, et puis après, on pourra, si on a le temps, reprendre encore quelques questions. Le premier, c'est que vous avez compris, la frise chronologique avance. Et à partir du 26 mai 2021, on a des premières exigences qui rentrent en vigueur. 26 mai 2024, 26 mai 2025, et on a ces timelines qui courent et qui sont exigeantes. Elles sont
Peut-être certaines seront reportées, mais en tout cas pour l'instant, elles sont perçues comme des coûts prêts quand même. Donc il faut vraiment en tenir compte dans votre, notamment on en a parlé dans cette stratégie réglementaire, mais il faut vraiment en prendre en compte. Deuxième point, j'ai insisté dessus, tous les opérateurs économiques on tend vers une décentralisation de leurs prérogatives, mais une responsabilisation de ces opérateurs. Vous n'êtes plus qu'un distributeur qui est là que pour donner le produit à un client final. Vous avez des responsabilités de vérification, de participation à certaines activités de PMS et pour lesquelles vous allez devoir mettre en place un système qualité. Mais ça veut dire aussi, vous demain en tant que fabricant, vos opérateurs économiques, il va falloir accroître la maîtrise. Et ça, c'est très important. On a vu des points de non-conformité aussi dessus. Ce qui me semble intéressant, c'est de retenir aussi qu'on a une vision étendue, en tout cas, on a une vision de l'approche processus plus étendue. On a une vision finalement, quand je dis harmonisation internationale, qui se rapproche presque de la cartographie MDSAP standard, dans laquelle on commençait à introduire ces processus réglementaires, ces processus d'enregistrement par exemple, et potentiellement d'investigation et de PMS aussi. Et donc au final, ce qui est intéressant, c'est que oui, on a une nécessité d'étendre au niveau de notre cartographie et de notre approche process le scope de notre système de management de la qualité, mais ça peut être du bien, parce que du coup, on va aller se positionner sur quelque chose qui soit plus proche de l'IMDRF et du programme MDSAP. Donc ça nous aidera aussi potentiellement demain, si on a une inspection de l'ANVISA ou de la FDA, à être plus conforme, parce qu'on a un niveau d'harmonisation qui se crée au niveau international. Le principe PDCA, je voudrais que ce soit un élément central que vous reteniez aussi. Parce que demain, dans votre dossier technique, ça va devoir ressortir ce PDCA. Si vous allez fournir un rapport d'éval clinique, mais si vous ne fournissez pas le plan d'éval clinique, vous ne serez pas conforme, parce qu'il manquera le plan. Si vous donnez un rapport PMS et qu'il manque le plan, c'est pareil, vous ne serez pas conforme. Donc cette vision résolument Plan Do Check Act, notamment sur toutes les nouvelles activités qu'on introduit dans le nouveau règlement, il faut vraiment que vous l'encriez comme élément de culture. Je fais un plan, je mets en œuvre le plan, je déroule un rapport et j'adresse les éléments de déviation. Ça, c'est important. Et donc, du coup, tout ça, ça contribue à quoi? Ça contribue à avoir un système de management de qualité qui va être renforcé sur l'ensemble de cycle de vie du produit, puisqu'on va s'intéresser à ce qui se passe même post-market et enregistrement du dispositif médical. Et voilà, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, Émeric. Vraiment, merci pour toutes ces informations aussi claires. Et, j'ai une micro-question peut-être, si vous pouvez accorder quelques minutes. On doit vraiment arrêter ce webinaire vraiment très, très bientôt. Néanmoins, est-ce que vous pensez, il y a une question sur le PMS et le PMCF, est-ce que ça peut être un document unique? Alors, la question est bonne. La vocation n'est pas du tout la même. Donc, j'aurais tendance à vous dire non. Le PMS, c'est vraiment de se dire, je prends le temps à un moment de l'année de m'arrêter. Alors, ça peut être plusieurs fois dans l'année, mais ce sera, les exigences font que, par exemple, pour les classes de 1, on devra sortir des PSUR au moins une fois tous les 2 ans, puis pour les autres, 2B, 3, etc., au moins une fois par an le PSUR. Donc, on sait qu'on a des timelines. Et ça va être un moment de s'arrêter dans l'année, pour s'arrêter dans l'année et regarder les données. Et en fait, c'est prendre le temps de collecter tout ça, d'agréger et de voir si on modifie le rapport bénéfice-risque. Le PMCF, il a vraiment plus pour but de se dire, par rapport à ce PMS, il faut que j'ai encore un travail proactif, d'aller collecter de la data. Et donc, du coup, notre plan PMCF, il va vraiment être orienté là-dessus. Il va être, finalement, quel type de PMCF je veux? Est-ce que c'est du registre, de l'investigation clinique? Est-ce que je vais aller questionner mes utilisateurs, comme je disais? Quel est son objectif? Et son objectif à lui, il n'est pas le même forcément que l'objectif du PMS, qui est de vérifier la balance bénéfice-risque. Ça peut être de réidentifier des nouveaux risques, et je vous ai dit, d'aller chercher des nouvelles indications aussi, c'est tout à fait possible. Donc voilà, on va aller reposer de manière plus opportuniste vraiment ce qu'on cherche à faire, les données qu'on cherche à collecter. Donc j'aurais plus tendance à vous dire, le plan PMCF, il va être décorrélé du plan PMS, principalement aussi parce que en termes de timing, ils ne vont pas pouvoir se superposer véritablement aussi bien. Parfait, encore très clair. Je vous propose d'aborder la conclusion de ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre participation. Merci encore, Émeric, pour votre intervention
qui a éclairé, je pense, nombre de participants. Merci Marie. La collaboration dont vous parliez, elle est toujours forte et ça a toujours un impact positif auprès des opérateurs économiques. Donc, merci pour votre présence. J'espère avoir de nouvelles occasions de travailler avec vous. Ça sera un vrai plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, bonne continuation. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis un relais également, donc vous pouvez m'envoyer aussi les questions que vous aurez. Linda, vous pouvez recevoir également des questions. Nous les transmettrons à Émeric et Marie. Donc, comme nous l'avions annoncé en début de webinaire, ces questions, toutes les questions posées, qui sont nombreuses, très nombreuses, seront reprises dans un document et il vous sera transmis courant janvier 2021. Dans cette attente, je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, malgré un contexte compliqué, mais en tout cas, profitez-en, reposez-vous bien et puis à très vite pour de nouvelles aventures dans la série des webinaires sur les dispositifs médicaux. Merci encore. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.